Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. La Vague d'OVNI, c'est le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Gildas Bourdet. Gildas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. À nouveau, j'ai envie de dire, car c'est à chaque fois un plaisir de vous recevoir pour la sortie de vos différents livres. Alors je ne citerai que l'avant-dernier, Vision céleste, vision cosmique. Oui. L'avant-dernier. Le dernier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Le crash de Roswell, enquête inédite. C'est aux éditions Le Temps Présent et c'est dans la collection Enigma. Alors c'est vrai que... Oui, il faut dire JMG, édition JMG aussi, pour que les gens s'y repèrent plus facilement. D'accord. Alors, il est vrai qu'en France, on vous connaît tout spécialement pour vos études très poussées sur Roswell. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous avons décidé de réaliser cette émission. Nous avons décidé aujourd'hui, et grâce à vous, de prendre Roswell par le début. Parce que Roswell, on en parle dans presque toutes les émissions. On en parle beaucoup, oui. Voilà, consacrées à l'ufologie. Alors à toutes les sauces, qu'il s'agisse de la couverture du secret par l'armée, qu'il s'agisse de l'observation d'objets dans le ciel ou de ballons-sondes. Oui. Tous ces sujets sont traités et il y a toujours le mot Roswell qui est présenté. Alors que on a l'impression de te connaître parce qu'on a peut-être vu un faux ou un vrai documentaire concernant un bonhomme sur une table de dissection. Oui, c'est le fameux film, le scandale du film de l'autopsie d'un extraterrestre de Roswell qui était diffusé en 1995. Et en avant par Jacques Pradel, c'est ça ? En France par Jacques Pradel, mais c'était une diffusion mondiale qui venait de Grande-Bretagne. Et quand on a vu ça, on a l'impression de tout savoir sur Roswell. Tout le monde est persuadé, c'est-à-dire que la plupart des gens sont persuadés que Roswell c'est cette histoire-là et que c'est un canular, que c'est du bidon, voilà. Pour être tout à fait clair, moi je dis que ce film-là, on ne sait toujours pas ce que c'était en fait. Donc il y a des Anglais qui disent que ce sont eux qui l'ont fabriqué, mais ils n'ont absolument pas prouvé. Alors, donc on ne sait toujours pas ce que c'est que ce film, sinon que il est venu à point nommé pour faire capoter les enquêtes sur Roswell qui montaient en puissance, qui devenaient très très gênantes pour l'armée américaine. Donc il y a de bonnes raisons de penser que c'était un coup monté. On va en reparler peut-être plus tard. Oui, on en reparlera de ce film, effectivement. Voilà, il fallait quand même préciser ça. Et puis car cette émission sera réalisée en 3 différentes parties. Alors nous allons, en quelques mots, on va prendre le temps aujourd'hui, rappeler ce qu'est Roswell dans l'histoire. On va resituer Roswell. Oui. Ensuite, vous nous retracerez l'histoire de ce qui est arrivé à Roswell, chronologiquement. Oui. Et puis ensuite nous arriverons en 3e et dernière partie aux découvertes récentes, à l'actualité liée à Roswell et aux témoignages, car il y a encore aujourd'hui de nouveaux témoignages. On en parlera dans quelques instants. Alors Roswell, c'est une drôle d'histoire parce que ça commence en 1947 et puis, je vais vous laisser nous dire les dates dans quelques instants, et puis après un buzz, comme on dirait actuellement, énorme, démentiel, tout se calme, tout s'aplatit, puis ça revient, ça redisparaît un peu et ça revient. Ça a été démenti le soir même, donc ça a disparu des écrans radars pendant 30 ans. Et puis, c'est reparti en 1978 avec un premier témoignage. Alors, je reviens sur le point de départ parce que c'est intéressant à bien saisir. C'est qu'en 1947, c'est la première grande vague médiatisée d'observation d'OVNI. Bon, maintenant on sait qu'on en avait vu bien avant, mais disons que c'est la première grande vague qui fait irruption dans le ciel des États-Unis principalement en juillet 1947. Et au beau milieu de cette vague des soucoupes volantes ou des disques volants comme on les appelait, eh bien c'est la base des bombardiers atomiques, les fameux B-29 qui avaient lâché la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki 2 ans plus tôt, qui était l'élite de l'armée de l'air américaine. Cette base, à Roswell, au Nouveau-Mexique, diffuse un communiqué de presse à midi le 8 juillet 1947, annonçant qu'ils ont découvert un de ces disques volants qui s'est écrasé dans la région et qu'ils l'ont récupéré. Donc ça a fait un choc formidable. Les médias s'en sont immédiatement emparés, ça a fait le tour du monde. Mais ça a été d'une durée très brève, cette flambée médiatique, parce que le soir même, à 600 km de là, à la base, au quartier général de la région aérienne, le général Ramey
à Fort Worth au Texas, a rassemblé quelques journalistes et leur a montré des débris d'un ballon en météo avec une cible radar, une modeste cible radar, c'est une espèce de tissu métallique monté sur des baguettes de balsa. Et il leur a dit, voilà, ils se sont trompés, les aviateurs de Roswell, c'est ça qu'ils ont trouvé en fait. Alors tout le monde a bien rigolé. Et dès le lendemain, les journaux ont publié ce démenti. Ça a fait la une même du New York Times, le plus grand journal américain. Et l'affaire a été enterrée pour 30 ans. Ça a redémarré en 1978, tout doucement, avec presque par hasard un témoignage qui a surgi de l'ombre, celui du commandant Jesse Marcel, qui a raconté à Stanton Friedman, un des meilleurs ufologues américains que vous connaissez, que certains connaissent. Il lui a raconté c'était pas vrai qu'on avait trouvé un ballon météo, c'est pas ça du tout. Lui, il avait passé la journée sur le terrain à ramasser des débris très étranges. Et tout est reparti de là. Ça a démarré tout doucement, d'ailleurs, les enquêtes. Il y a eu un premier livre, quand même, dès 1980. Il avait commencé à enquêter avec William Moore, lequel, d'ailleurs, a laissé tomber un petit peu Stan Friedman, qui a eu l'élégance de ne pas s'en plaindre, d'ailleurs. Mais il s'est coquiné, si j'ose dire, avec un auteur à succès, Charles Berlitz. Et ils ont publié un premier livre qui n'était pas très bien ficelé, c'était mal cuit encore à ce moment-là, en 1980. Donc ça n'a pas vraiment fait un gros événement médiatique. Il a fallu attendre pratiquement le début des années 90 pour que de nouveaux enquêteurs se lancent sur cette piste. C'était des enquêteurs des organismes les plus réputés aux États-Unis, le QFOS, qui avait été fondé à l'époque par l'astronome Alan Hynek. Cet astronome, juste un mot pour situer les choses, c'était cet astronome qui avait assisté l'US Air Force pendant 20 ans pour trouver des explications aux ovnis. Et quand on a fermé les enquêtes officielles aux États-Unis en 1969, Hynek s'est rebellé, il s'est rebuffé. En 1972, il a publié un livre affirmant que lui, il était maintenant convaincu que les ovnis existent. C'est cet homme-là qui a créé le QFOS. Et ce sont des enquêteurs de cet organisme, le QFOS, qui sont allés à Roswell. Ils ont raconté ensuite, c'était Kevin Randall et Donald Schmitt, ils ont raconté ensuite qu'ils étaient allés là en se disant qu'en 15 jours, ils allaient expliquer tout ça, que ce n'était pas sérieux. Et au bout de 15 jours, ils étaient convaincus qu'ils étaient sur une piste énorme, en fait. Donc il y a eu à ce moment-là de nouvelles enquêtes qui ont démarré, qui ont abouti à un premier livre paru en 91 de Kevin Randall et Donald Schmitt, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, et qui était un livre important, où ils ont retrouvé pas mal de témoins, ils ont commencé à construire, à retrouver ce qui s'était passé à Roswell. Ensuite, il y a eu un deuxième livre en 1994. Alors là, les choses se sont compliquées, parce qu'il y a eu une divergence entre Friedman, qui a fait son livre lui aussi, qui s'est emballé pour une piste un peu différente à 150 km de là, la plaine de San Agustin, de l'autre côté du grand fleuve, le Rio Grande, qui coupe le Nouveau-Mexique en deux, nord-sud. Ça s'est compliqué avec plusieurs pistes, et puis il y a eu des témoins qui se sont révélés très fragiles, même peu crédibles. Et donc... Et puis là-dessus, il y a eu, pour compliquer encore un peu plus les choses, ce fameux scandale dont nous parlions en 1995, et qui a... Bon, on va y revenir peut-être plus tard sur cette petite histoire, mais c'est pour resituer un peu. Donc, finalement, il y a eu donc encore des difficultés jusqu'à la fin des années 90, et puis ça a redémarré. Ça a redémarré parce que des enquêteurs ont continué à travailler, et j'accélère un tout petit peu l'histoire. Il y a un livre très marquant qui est paru il y a 1 an et demi, entre autres choses, qui s'appelle Witness to Roswell, de Tom Carey et Donald Schmitt, qui a fait beaucoup progresser les choses, avec de nouveaux témoignages, au moins une vingtaine de nouveaux témoignages. Ça a été présenté au festival de Roswell en juillet 2007, j'y étais à ce moment-là, j'ai discuté avec eux. On a travaillé un peu ensemble, moi j'ai contribué à mettre au point un petit peu le scénario, et c'est à cela que j'ai abouti, que je présente dans mon livre, qui est paru il y a quelques semaines. Le crash de Roswell. Mais alors cette étrange affaire de Roswell, pendant 30 ans, de 47
presque 30 ans, de 47 à 78, oui. Plus rien. Presque rien. Presque rien. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait plus au cas, il n'y avait pas des bruits qui circulaient. Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que en 1950 est paru un livre sensationnel qui racontait qu'il y avait eu plusieurs crashs de soucoupes volantes et de Frank Scully. Ça s'appelait Behind the Flying Saucers. Ça a été traduit en français, je ne me rappelle plus le titre en français. Et alors ça a fait beaucoup de bruit, là. Ça s'est vendu à je ne sais pas combien, 150 000 exemplaires. Mais alors il ne citait pas le crash de Roswell, entre parenthèses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il citait 4 crashs, dont un au Nouveau-Mexique et un autre en Arizona. Il évoquait même un crash de soucoupe au Sahara. Mais il ne parlait pas de Roswell. Mais ça a eu un succès de scandale. Et puis ensuite, ça s'est effondré 2 ans après, quand un enquêteur, un journaliste un petit peu fouineur a découvert que le principal informateur de ce Frank Scully, qui était un journaliste bien connu à Los Angeles, que son informateur était un escroc. C'était un monsieur qui vendait des espèces d'avions renifleurs de l'époque pour trouver des sources de pétrole. C'était un petit escroc. Cela dit, on peut être un escroc et s'intéresser aux ovnis aussi, et il s'intéressait. Hein. Mais c'était une source très très bizarre, très douteuse. Et donc ce thème des crashs d'ovnis, de récupération d'ovnis, s'est complètement effondré. Mais c'est très étonnant que la population elle-même, après le démenti de l'armée le soir même, ait laissé tomber même la population locale ou les journaux locaux, alors qu'à cette époque-là, on regardait beaucoup le ciel. Hein. Ça nous étonne aujourd'hui. Mais il faut se remettre à l'époque, dans l'ambiance de l'époque. L'armée, c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient auréolés d'une gloire immense, et en particulier ces aviateurs de Roswell qui avaient mis fin à la guerre dans le Pacifique avec les bombes atomiques. Ils avaient une crédibilité énorme. Donc quand ils ont dit ça, personne n'a songé à contester. Pour être tout à fait précis, il y a eu quelques articles très rares. J'ai un ami qui a retrouvé un article dans un Paris-Match de 1954 qui évoquait Roswell, mais qui mélangeait avec une des histoires de Frank Scully. Autrement dit, il avait repris, l'auteur de cet article avait mélangé le crash, cette histoire de communiqué de presse, avec une des histoires de Frank Scully au Nouveau-Mexique. C'était 3 fois rien, ça n'avait pas beaucoup d'importance. En fait. Et pour être complet sur l'époque à laquelle cela est arrivé, en 1947. Oui. Quel était le point de vue de la population sur ces objets? Comment est-ce qu'on en parlait? Oui. On les voyait venir d'où? C'était quoi l'ambiance? L'ambiance, il était un petit peu la stupéfaction. Il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup d'articles. Il y a des gens qui ont passé des années à retrouver tous ces articles. On a retrouvé, je ne sais pas combien, pas loin d'1 millier. Il y a même un site web, Projet 1947, qui a été monté par des gens très sérieux, souvent des anciens militaires, et qui ont retrouvé beaucoup d'articles et de témoignages. Et oui, on s'est demandé, est-ce que l'hypothèse extraterrestre était déjà dans les esprits? Oui, bien sûr qu'elle y était, puisqu'il y avait eu en 1938 cette fameuse panique de la guerre des mondes, avec une émission radiophonique d'Orson Welles. Donc oui, bien sûr, et c'était dans les bandes dessinées de l'époque, dans les romans de l'époque. Ils y pensaient, bien entendu. Parce certains ont prétendu que non, sur la base d'un sondage qui a été fait à la mi-juillet, ou au mois d'août, je ne sais plus, pas très longtemps après, par un grand journal américain, mais la question extraterrestre n'était pas posée. Alors évidemment, il ne risquait pas de répondre, il n'y avait même pas de pourcentage, il n'avait pas posé la question, est-ce que vous croyez que ce sont des engins extraterrestres? Comment expliquez-vous, Gildas Bourdet, après cette histoire assez fantastique de Roswell, 30 ans sans rien, et puis un livre et tout repart, même 2 livres et tout repart, comment expliquez-vous cet attrait, cette passion qu'ont presque toutes les personnes qui s'intéressent au phénomène sur la planète pour ce cas de Roswell? Eh bien, je dirais au moins 2 raisons, ou 2 ou 3 raisons. Première raison, si c'est vrai qu'un ovni s'est écrasé, on tient la preuve, l'arme fumante du crime, comme disent les Anglais, the smoking gun.
Et ça explose. Tout le dossier OVNI, littéralement, est complet. L'histoire du monde est changée. C'est une date historique formidable. C'est un engin extraterrestre avec des cadavres extraterrestres qu'on a retrouvés en 1947. C'est un événement fantastique. Ça ne ferait pas des petites manchettes de journaux. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, et puis, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur Roswell? Parce qu'il y a une quantité impressionnante de témoins, et comme on va le voir, qui sont convergents, à part quelques témoins plus ou moins douteux, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des témoins sont très convergents et solides. Et donc, c'est un cas remarquablement solide, en fait, contrairement à ce que l'on croit souvent. Et je vais essayer de le démontrer. Et puis, la troisième raison, si on veut, c'est la raison d'ordre culturel, quoi. C'est un événement culturel immense, si c'est vrai, cette découverte. Certains espèrent encore 60 ans, plus de 60 ans après, que l'armée dise bon, effectivement, vu le faisceau de preuves que vous nous apportez, effectivement, nous avons trouvé telle chose sur nos terrains. Oui, je sais pas si ça me paraît assez optimiste, moi. Ouais, c'est un scénario un peu optimiste, si vous voulez, oui. Parce qu'il faut quand même savoir que le dossier des OVNI, il s'est fortement compliqué, hein, et s'est alourdi au fil des années et des décennies, et qu'il y a d'autres aspects qui ont rendu le sujet plus inquiétant, si on veut. Avant de rentrer justement dans la chronologie des événements, avez-vous, dans toute votre carrière de recherche, jusqu'ici en tout cas, trouvé un cas qui se rapproche ou qui fasse écho avec ce crash à Roswell? Bon, il y en a un que je connais pas mal, c'est le crash qui s'est produit au Brésil en janvier 1996 à Varginha, près de la petite ville de Varginha au Brésil. Je connais assez bien le cas. J'ai d'ailleurs traduit le livre du docteur Lair qui a enquêté sur place. Je connais un petit peu les Brésiliens. J'étais invité 2 fois au Brésil, déjà en décembre 1997. C'était tout récent, donc ça datait d'un peu plus d'1 an. Et il y avait eu des présentations assez convaincantes déjà. Il y avait aussi un auteur qui s'appelait Paccaccini qui avait enquêté sur place. Et puis d'autres enquêteurs comme Claudio Arcovo, etc. Et puis il y avait A.J. Gevert, l'organisateur que je connais bien maintenant, l'organisateur de cette grande conférence. Je l'ai revu depuis. Ils sont allés ensemble à Varginha d'ailleurs, parce que l'un des aspects tout à fait remarquables de cette enquête, c'est qu'il y a eu, disons très vite, des témoins civils et militaires sur la découverte d'un OVNI et de survivants ce coup-là. Ce n'était pas des cadavres, mais c'était une poignée de survivants, d'allure très étrange d'ailleurs. Et il y en a un qui était malade, qui traînait dans les faubourgs de la ville, c'est incroyable comme histoire, qui avait une jambe cassée, et c'était 2 jeunes policiers qui l'ont ramassé sur le trottoir, si j'ose dire, et qui l'ont amené à l'hôpital où il a été opéré. Il a été opéré sur place, et c'est le médecin qui l'a opéré qu'ils ont réussi à rencontrer. Et Rochelet l'a rencontré à 2 reprises, en fait. Non, oui, c'est ça. Ils sont allés le revoir 2 ans plus tard. Et il était encore très, très ému et impressionné, mais on l'a fait taire, en fait. La 2e fois qu'ils l'ont vu, il n'a plus voulu dire un mot. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, Gevert a dit à Rochelet, qui me l'a raconté, il a dit, bon... ce médecin, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de lui ficher l'appel, de le laisser tranquille, parce que ça pourrait devenir très dangereux pour lui. Donc c'est une histoire très passionnante. Et le jeune militaire qui avait ramassé et amené l'alien, il est mort 3 semaines après d'infection généralisée. Sa mère n'a même pas pu voir le cadavre. C'est très très étrange, la mort de ce jeune soldat qui était en parfaite santé. Je ne me rappelle plus chez quel éditeur est parue la traduction que vous avez fait du livre de Roger Lair. Alors c'est paru aux éditions de Le Mercure Dauphinois. Le Mercure Dauphinois qui est un éditeur qui a fait plusieurs bons livres maintenant sur les ovnis. Tout à fait. Donc c'est une autre affaire, enfin parmi celles les plus... Oui, voilà. Moi je connais un peu celle-là. Bon, il y en a d'autres dont on parle. Il y en a une qui aurait eu lieu en 1948
encore au Nouveau-Mexique, dans la région de Aztec, dont on parle pas mal. Il y a même une conférence annuelle qui s'appelle la conférence de Aztec, et c'est quand même beaucoup moins développé. Il y en a comme ça 2 ou 3 autres. Il y en a une qui aurait eu lieu sur la frontière du Texas et du Mexique aussi. Il y en a même 2, alors ça commence à faire beaucoup, vous me direz. Et je me méfie un petit peu parce que il y a un autre aspect qu'il faut se méfier, comme c'est la désinformation amplifiante. En fait, le bouquin de Scully de 1950, c'était peut-être de la désinformation amplifiante. Peut-être qu'on lui avait mis dans les pattes des faux récits de crash pour faire complètement le vide sur ce genre de pistes. Voilà. Cela nous ramènera d'ailleurs à la fin de cette émission, pourquoi pas à cette fameuse vidéo d'autopsie, et nous parlerons des méthodes de diversion. Il y a de fortes chances pour que ce soit une opération de désinformation amplifiante. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui avec Gildas Bourdet qui nous présente son nouveau livre, Le Crash de Roswell, enquête inédite. Il est paru chez JMG aux éditions Le Temps Présent, mais c'est JMG éditeur, et c'est dans la collection Enigma. Gildas Bourdet aujourd'hui va chronologiquement nous conter l'affaire de Roswell. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur icietmaintenant.info. C'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, notre invité, et Gildas Bourdet. Il nous présente Le Crash de Roswell, enquête inédite, parue aux éditions JMG dans la collection Enigma. Gildas Bourdet, donc, qui va, durant cette émission, en tout cas en partie, parce que c'est quand même assez important comme dossier. J'ai envie de dire lourd, d'ailleurs, comme dossier. Oui, on peut dire ça. il va nous présenter Roswell. Voilà, c'est une sorte de Roswell pour les nuls, et on va tous essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ensemble, oui. Alors, je laisse commencer. Ça fait quelques années que j'essaye, mais je crois qu'on commence à comprendre pas mal. Il y a encore des zones d'ombre. Je ne vous le cache pas. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Donc, je vous raconte les événements qui se sont passés pratiquement sur une semaine. Ça démarre le mercredi 2 ou jeudi 3 juillet. Vous voyez, on n'est même pas sûr de la date exacte. Et je vais aller comme ça jusqu'au mercredi suivant, 9 juillet. L'histoire commence dans la soirée, dans la nuit du mercredi 2 ou du jeudi 3 juillet, dans la région de Roswell. Il y a un fermier qui s'appelle William McBrazel, qui élève des moutons à 100 km au nord de Roswell à vol d'oiseau, sur un terrain très pauvre et assez très peu peuplé. Et il y a un orage violent. Je sais que c'est la région des orages violents parce que je l'ai vécu, moi, quand j'y suis allé à Roswell en 1995. Il y avait un orage terrible. Et au milieu de cet orage, il entend une explosion beaucoup plus violente que d'autres, que le tonnerre. Et le lendemain, il va sur son terrain et il découvre un champ de débris étranges étalé sur plus d'un kilomètre de long, 200 ou 300 mètres de large. Il forme un cône d'ailleurs. Et du nord-ouest vers le sud-est. Et il est très intrigué, il se demande qu'est-ce que c'est que ces débris. Il en ramasse quelques-uns et il va les montrer à des voisins, comme les époux Proctor, qui sont les voisins les plus proches, et d'autres encore. Et ces gens-là vont venir voir eux aussi le champ de débris, ils vont ramasser des débris. Il y a beaucoup de jeunes aussi parce que sont déjà en vacances. Là, c'est le week-end du 4 juillet qui commence. Le 4 juillet, c'est la fête nationale. Et donc, il y a pas mal de... Bon, je vais vous parler des témoins qui ont été retrouvés au fil des années, et notamment ces toutes dernières années par Tom Carey et Donald Schmitt dans leur livre paru en 2007. Ils ont retrouvé pas mal de jeunes, des jeunes de la région. Ils donnent des noms, je ne vais pas tous les citer, qui se sont promenés par là et qui ont trouvé des débris, d'autres paysans du coin, ou les fils, donc les enfants de ces paysans. Il y a même des témoignages sur la fête
du 4 juillet qui s'est tenu dans une bourgade des environs, le Capitole, une petite ville, où il y avait un rodéo. Parce que c'est le Far West là-bas. Il faut dire que c'est vraiment... on sent que le Far West était encore là. Pour la petite histoire, c'est un oncle du fermier Brazel qui avait tué le shérif Pat Garrett. Le shérif Pat Garrett, c'était celui qui avait tué le bandit... c'est pas Jesse James, c'est Billy the Kid. Il y a eu un film là-dessus, Pat Garrett et Billy the Kid, qui est pas mal. Et donc c'est ça, c'est ça l'ambiance de l'Ouest là-bas. Et alors, ils circulent beaucoup à cheval et voilà, ils traversent toute cette région aride. Et ils ont vu ce champ de débris en fait. Et il y avait des débris qui passaient de main en main au rodéo de Capitan à Roswell, à Capitan, dans la région, le 4 juillet. Donc, c'est important de souligner ça, parce que c'est une chose qu'on n'avait pas bien compris encore jusqu'à ces toutes dernières années, c'est que dans les environs, on savait déjà, il y avait beaucoup de gens qui savaient qu'il s'était passé un événement très étrange. C'était pas juste le fermier Brazel qui arrive tout seul le dimanche à Roswell, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous interromps juste un instant, mais des débris partout dans les environs. Attendez, il y avait ce fameux champ de débris qui était quand même assez vaste. Et puis comme il y avait eu la tempête et qu'il y avait beaucoup de débris très légers, il est probable que beaucoup de débris se sont éparpillés par-dessus le marché. D'accord. Hein? Donc c'était très difficile à balayer sous le tapis cette affaire-là. Comme on va le voir d'ailleurs. Et ça, c'est un aspect très important qu'il faut comprendre. Parce que donc dès le samedi, Brazel va aussi à la ville proche de Corona, où il a des amis, il connaît un officier de police, il montre ça au bar de Corona, l'épicerie de Corona, et il va voir son ami policier, et le policier lui dit qu'il devrait aller montrer ses débris à Roswell, qui est beaucoup plus loin, qui est à 3 heures de route, pour montrer ça aux militaires. Donc il se décide, il y va le dimanche matin avec sa vieille guimbarde. C'était très pauvre à l'époque, hein. Il faut savoir quand même qu'il n'y avait même pas l'eau courante ni l'électricité sur sa petite ferme de Brazel. Il avait quand même une vieille guimbarde et il y va avec un sac de débris. Il va voir le shérif. Donc ça se passe le dimanche 6 juillet. Et c'est la partie la plus connue de l'histoire qui a été maintes fois racontée. Le shérif appelle la base et les militaires viennent rapidement. Avant même qu'ils arrivent, il y a un coup de fil également, ça c'est intéressant et important, je m'arrête un tout petit peu dessus. C'est un jeune journaliste de Roswell, un jeune journaliste de radio, quelqu'un comme vous Alexandre, qui appelle, qui vient aux nouvelles. Et le shérif Wilcox lui passe le fermier Brazel qui était là. Et il lui raconte son histoire, Brazel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Frank Joyce n'a pas raconté tout de suite tout ce que lui avait dit Brazel. Et vous allez voir, je le dis tout de suite, c'est seulement en 1998 que Frank Joyce a fini par révéler que... le fermier Brazel lui avait dit qu'il avait découvert les cadavres pas très loin du champ de débris et que d'ailleurs ils étaient très, très abîmés. Ils avaient dû subir un choc extrêmement violent. On peut imaginer qu'ils avaient été éjectés peut-être à bord d'une capsule de sauvetage ou quelque chose comme ça, qui s'était écrasée et qu'ils avaient été vraiment abîmés dans cet accident. Et ils sentaient très mauvais. C'est un détail intéressant, vous allez voir. Parce qu'il y a d'autres témoins qui ont remarqué ça aussi. Et donc, ça, c'est un aspect de l'histoire qui est resté un petit peu, qui avait été un peu laissé de côté, qui avait été oublié dans les années 90 et qui est revenu très fort après la fin des années 90 parce qu'il y a eu d'autres témoins. Notamment l'un des voisins, le fils des voisins Proctor dont je parlais, qui s'appelait D. Proctor, Timothy D. Proctor, avait accompagné le fameux Brazel et il a fini par raconter ça à sa mère. Il n'a jamais voulu le dire publiquement, mais il a raconté à sa mère qu'il a fini par le raconter, Loretta Proctor. Et il y en a d'autres encore, il y a un autre témoin qui s'appelait Sidney Jack Wright, qui était un ami, un copain de D. Proctor, qui est allé lui aussi
et il a fini par raconter qu'il avait visité cet endroit-là, pas seulement le champ de débris, mais ce site où il y avait des cadavres. Et que le fermier Brazel était très, très ému et très impressionné par cette histoire. Alors ça, voilà, je vous ai déjà placé un aspect assez nouveau, si on veut, qui a ressurgi ces dernières années, d'un autre site, qui est, si on veut, le troisième site, parce que je vais pas tarder à vous raconter qu'on a découvert un site à mi-chemin entre le champ de débris qui est à 100 km à vol d'oiseau de Roswell, et à mi-chemin entre les deux et la ville, il y a un autre site où on a découvert un ovni et des cadavres également. Et là, c'est là que se trouvait l'ovni, en forme plutôt de soucoupe d'ailleurs, finalement. Donc, bon, je me suis lancé, je vous ai montré tout de suite un petit peu la complexité de l'histoire. Et je vais peut-être continuer, à moins que vous ayez envie de me poser une question. Non, non, je suis à l'écoute. Donc, nous sommes le dimanche, Brazel a apporté des débris. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les militaires mettent la main sur Brazel et ses débris. Ils vont à la base et ils font deux choses. Le colonel Blanchard, qui est le patron des bombardiers atomiques, ordonne au commandant Jesse Marcel, responsable de la sécurité de la base des bombardiers atomiques, et un collègue qui est un jeune officier chargé du contre-espionnage, Sheridan Cavitt, le capitaine Cavitt, d'aller voir sur le terrain immédiatement, guidé par Brazel. Ils repartent le soir même. Ils font aussi autre chose. Il y a une deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils remplissent le sac de débris, et ils le postent, ils l'envoient par avion direct au quartier général de Fort Worth, sur ordre même du Pentagone, parce que déjà la liaison est faite par téléphone avec le Pentagone dès ce moment-là. Donc il y a un sac de débris, les débris apportés par Brazel, qui arrive en fait via la base de Fort Worth au Texas, qui est acheminé par avion vite fait. Ça, c'est le témoignage du commandant adjoint de la base de Carswell à Fort Worth, le général Dubose, qui l'a confirmé tout cela, avec affidavit, déclaration écrite sous serment, que c'est ce qui s'était passé. Et donc, dès le lundi, les hauts gradés, la haute direction militaire au Pentagone a en main des débris de Roswell. Ça, c'est important aussi. Juste pour être clair, les terres de Brazel, qui étaient donc 100 km à vol d'oiseau, environ de la base de Roswell, n'étaient en aucun cas une sous-location à l'armée. C'était vraiment ces terres à lui. Non, c'était un terrain totalement privé. Brazel n'était que le fermier, le métayer. Il n'était pas le propriétaire. D'accord. Et alors, ça s'appelait le ranch Foster, le nom du ranch. Bon, c'était des ranchs très vastes, c'était 10 km de côté, quelque chose comme ça, ou 10 miles. Et donc, voilà, les choses déjà commencent à se compliquer, puisque la haute hiérarchie au Pentagone est déjà alertée dès le lundi. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, de leur côté? Eh bien, vous allez voir la suite, c'est que ils commencent à prendre des décisions déjà. Ils envoient des photographes pour venir photographier les sites dès le lundi, qui vont arriver à Roswell le lundi soir. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'il va se passer une autre découverte, celle du site le plus proche de Roswell. Mais avant d'en venir à celui-là, je boucle l'aspect champ de débris et le petit site avec les cadavres à côté. Parce que là aussi, c'était assez flou, on n'était pas sûr. J'en ai discuté avec Tom Kara-Schmidt, d'ailleurs. C'est là un des points sur lesquels on a discuté. Et il semble très probable qu'il s'est passé la chose suivante. C'est que le lundi, donc toute la journée, le commandant Marcel et Sheridan Cavitt, le capitaine Cavitt, ont inspecté le champ de débris. Mais Marcel est resté beaucoup plus longtemps, il est resté toute la journée, mais Cavitt, lui, est reparti. Manifestement, ils ont vu également
il est évident que Brazel leur a montré le site avec les cadavres, puisqu'il en avait parlé la veille au jeune journaliste Frank Joyce. Il aurait été stupide de sa part de leur cacher cette découverte, d'autant qu'il était très impressionné et qu'il souhaitait qu'on fasse quelque chose, qu'on le débarrasse de tout cela. Et donc il a montré les cadavres, et c'est ce qu'ils ont dû décider, et c'est qu'à vite, ils ont dû se répartir le travail, Marcel s'occupant du champ de débris, et qu'à vite, retournant à Roswell en vitesse pour donner l'alerte, et repartir avec probablement une ambulance pour ramasser les cadavres. Et c'est ce qu'ils ont fait dès le lundi soir. Et ils les ont ramenés à la base de Roswell. Là, il y a un témoignage tout à fait intéressant et récent qui a surgi tout à fait récemment sur Internet, en discutant sur la grande liste de discussion UFO Updates. Il y a l'un des meilleurs enquêteurs qui s'appelle David Rudiak qui m'a écrit en privé que l'un des intervenants sur la liste l'avait informé qu'il avait interviewé la femme d'un médecin de la base de Roswell qui a raconté que son mari avait été appelé d'urgence par le colonel Blanchard tard un soir, c'était sûrement le lundi soir, et qu'il avait disparu pendant 1h30 et il n'a jamais voulu lui dire ce qu'il avait fait. Et c'était pour réceptionner les cadavres à l'hôpital de Roswell et faire une première inspection, si on veut. En fait, il y a eu une tentative d'autopsie le lendemain. On va y arriver. C'est-à-dire que les cadavres ont été pris sur le site, ouais. Ont été envoyés à Roswell, ouais. Pour aller à l'hôpital de Roswell. C'est-à-dire que la base militaire elle-même n'avait pas un hôpital privé ? Non, l'hôpital de la base. D'accord. C'était la clinique de la base, si vous voulez. C'était une très grande base. Hein. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait un petit peu. C'était la base des bombardiers atomiques. C'était une des plus grandes bases de l'armée de l'air. Hein. Qui n'était pas encore l'armée de l'air, d'ailleurs. C'était Army Air Force, à l'époque. C'est devenu l'armée de l'air à la fin de l'été, seulement. Alors, donc, il y a cette première partie-là qui s'est bien clarifiée. On commence à mieux voir ce qui s'est passé. Et puis, il y a le deuxième choc, si on veut. Il y a eu le premier choc du dimanche, du lundi, avec le champ de débris et les cadavres à proximité. Et puis, il y a le deuxième choc qui se produit le lundi, c'est que le lundi matin, il y a une équipe archéologique dirigée par un professeur avec ses étudiants qui crapahutent dans la région et qui tombe sur ce site avec un petit ovni, une petite soucoupe et des cadavres. Et, semble-t-il, il y a quand même plusieurs témoignages là-dessus, un survivant aussi. Depuis combien de temps ils étaient là depuis le mercredi soir ou le jeudi soir, il ne devait pas être frais non plus, hein, le survivant, hein, le lundi. Et ils sont dû arriver dans la matinée de lundi sur ce terrain. Ils sont réussis, où l'un d'eux est allé sur la route. C'était à environ 6 miles à l'ouest de la route nord-sud, de la route qui part de Roswell, qui va vers le nord, que je connais bien, et qui se trouvait donc à environ 6 miles, ça fait, mettons, 7-8 kilomètres de la route. Donc ça leur a pris un certain temps, et ils ont pu réussir à trouver une ligne téléphonique au petit village de Mesa, le hameau de Mesa, et 50 km au nord à peu près de Roswell. Ils ont appelé, les pompiers sont venus, il y a les pompiers, il y a des assistants du shérif Wilcox, et et tout de suite après l'armée qui a tout bouclé. Ça, on connaît un petit peu cette histoire parce qu'il y a des témoignages. On ne savait pas que ça s'était passé exactement là. Maintenant, on le sait mieux. Ça s'est précisé. Et alors là, je vais avancer sur cette piste un tout petit peu. Ils ont tout bouclé, les militaires. La fille de l'un des pompiers a témoigné. Son père a raconté qu'ils avaient tout bouclé. C'était le pompier Dan Dwyer et sa fille Hélène Frankie Rowe. Et ils ont même ramassé quelques débris. Il y a des pompiers qui ont passé de main en main des débris. Elle en a vu un. Elle en a vu avec sa sœur aussi. Et ils ont tout bouclé là. Alors, donc, le réflexe des militaires, évidemment, c'est mettre le secret là-dessus. Mais
ils vont pas y arriver tout de suite, en fait. C'est là qu'il faut essayer de bien comprendre. C'est qu'ils se sont rendus compte, entre-temps, que l'affaire était en train de filtrer dans la région, que pas mal de gens se rendaient compte, étaient au courant déjà. À Roswell, sur la base même. Et donc, ils ont eu l'idée de... Bon, ils n'avaient plus le temps de boucler le grand champ de débris le soir même. Par contre, ils ont pu boucler le site avec l'OVNI et les cadavres, qui était un petit site, lui, par contre. Parce que l'OVNI n'avait pas explosé, il n'y avait pas de vaste champ de débris. Et ils ont bouclé le site le soir même, mais ils ont maintenu les cadavres sur place, ils les ont mis dans des tentes. Et on a des témoignages là-dessus. Alors là, pour être tout à fait clair pour nos auditeurs, là on parle du deuxième site. On parle du deuxième site maintenant. Concernant juste le premier site, donc c'était la veille, ou l'avant-veille pour le premier site. Ça a été vu le samedi, le dimanche ça a été vu le vendredi. Le dimanche matin, il est allé prévenir l'armée. Juste pour ce site là sur lequel il y avait des débris et aussi des corps un petit peu plus loin. Il y avait une soucoupe. D'après les témoignages, on en a quelques-uns maintenant, de forme assez plutôt classique, en fait, pas très grande. Sur quel site ? Sur le deuxième site. Sur le deuxième, voilà. Juste pour le premier, pour savoir, pendant ce temps-là, il y a des débris qui ont été récupérés sur le premier, et les corps qui ont été envoyés... qui ont été récupérés en vitesse, dès le soir même, dès le lundi soir. Envoyés donc à l'hôpital militaire de Roswell. Sur ce terrain-là, est-ce que l'armée est restée présente pour éviter... Est-ce qu'on sait si l'armée est restée présente sur ce terrain-là, premier site? Ok, d'accord. Je réponds tout de suite. Alors, pour faire un parallèle entre les deux attitudes de l'armée. Ça va se passer. Je ne sais pas. Il ne semble pas qu'ils aient laissé des gens sur place. Il n'y avait pas assez de monde à ce moment-là. Il y avait juste Sheridan Cavitt, l'ambulance. Le commandant Marcel, il est revenu ils sont revenus chacun avec leur voiture chargée de débris. Alors, on connaît très bien cet épisode. Le commandant Marcel est rentré chez lui à 1h ou 2h du matin. Il semble qu'il ait commencé d'abord par aller voir des amis qui jouaient au bridge dans le coin. Il y en a un qui a témoigné, Jack Trowbridge. Il est passé d'ailleurs à la radio, je ne sais plus si c'est à CNN ou à la chaîne Sci-Fi, ou Sci-Fi si vous préférez. Mais on a tout ça sur film, hein. Ça a été affiché sur le site web de la chaîne aussi Sci-Fi. Et j'ai les photos. Et donc, le commandant Marcel a montré quelques débris à sa femme et son fils qu'il a réveillés. C'est là qu'intervient le fameux témoignage de son fils, qui est maintenant médecin, qui est devenu médecin par la suite, que je connais, que j'ai rencontré encore il y a 1 an et demi. Et il maintient absolument, il a même écrit un livre là-dessus pour témoigner. Et donc il a eu en main pendant 20 minutes des débris qu'a montré son père. Et il a toujours affirmé que c'était des débris tout à fait étranges, qu'il n'avait rien que c'était pas du matériel connu. Je ne vais pas décrire en détail les débris parce que ça serait beaucoup trop long, je pense. Je voudrais me concentrer sur cette histoire qui est déjà assez compliquée. Et alors, donc, il s'est passé que dès le lundi soir, le lundi soir, il est rentré à la base et il y a eu un briefing très tôt le matin du colonel Blanchard, on connaît aussi cet aspect, mais il y a eu des aspects nouveaux qui ont été divulgués depuis. Donc je m'arrête là sur cet aspect-là pour finir d'expliquer ce qui s'est passé, parce qu'on a des nouveaux témoignages sur la découverte du deuxième site. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Ils ont décidé de boucler ce site-là et ils ont mis les cadavres sous une tente, et ils ont fait garder la tente par des soldats. On a un témoignage de 2 soldats qui ont gardé cette tente. Et c'est dans le livre de Carey et Schmidt. Donc il y a eu 2 témoins on a leur nom, hein, leur propre fils, leur famille a témoigné. Le soldat Ed Saint et le caporal Raymond Van Wy ont été chargés de garder la tente avec les cadavres à l'intérieur. Ils étaient armés, ils avaient ordre de tirer sur toute personne qui se serait approchée. Et il est certain que c'était là que ça se passait, parce qu'ils ont bien dit que le trajet avait pris plus d'une demi-heure sur la route. Et donc c'était beaucoup plus près que le site que le champ de débris. Et donc
voilà ce qui se passe. J'ai pratiquement raconté à peu près ce qui s'est passé donc la journée du lundi. Et si vous voulez, on peut raconter maintenant, voir ce qui s'est passé le mardi. Et ça, c'est la journée fatidique, la journée de tous les dangers pour les militaires de Roswell, en fait. Donc, le mardi matin, et alors, il y a eu un briefing de très bonne heure du colonel Blanchard, et où les grosses décisions ont été prises. Or, on sait maintenant, et c'est là qu'il faut que je fasse entrer en scène le jeune officier chargé des communiqués de presse du colonel Blanchard, hein, le lieutenant Walter Haut. Parce que le lieutenant Walter Haut, c'est lui qui va être chargé de diffuser le communiqué de presse, mais il a raconté il a fini par raconter, c'est un témoignage posthume, mais qui est paru maintenant dans le livre de Kara et Schmidt, avec l'autorisation de la fille du lieutenant Haut, qui est maintenant la directrice du musée de Roswell. J'ai rencontré brièvement, elle a l'air très très bien cette femme-là. Et il a raconté que le général Ramey et son adjoint, le colonel Dubose, étaient venus à Roswell dès le soir. Et ils ont assisté au briefing, donc à la réunion où toutes les décisions étaient prises le mardi matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils avaient conscience qu'ils couraient un très grand risque, entre guillemets, que l'affaire leur pète à la figure et qu'ils ne puissent pas la maîtriser. Leur première idée, leur premier réflexe, bien entendu, c'était la politique du secret, parce que c'était une découverte extraordinaire, secret militaire, automatiquement. Mais ils ont dû craindre que ça leur échappe. Donc, moi, c'est ma thèse, je ne suis pas le seul à le penser, c'est qu'ils ont dû décider, à ce moment-là, premièrement, d'aller immédiatement envoyer des troupes pour prendre le contrôle du champ de débris. C'est ce qui s'est fait dans le courant de la matinée. Mais il n'était pas sûr qu'ils allaient pouvoir tout boucler parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait des débris un peu partout, il y avait des gens qui en avaient en main. Donc ils ont dû prendre la décision de précaution, si on veut, de risque calculé, de publier un communiqué de presse assez vague qui a été divulgué effectivement le mardi midi, et annonçant la découverte donc, de ce fameux champ de débris, disant qu'ils avaient trouvé un engin, un disque volant, et qu'il l'avait récupéré. Et donc c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui a été fait dès le mardi midi. Alors je ne sais pas si je fais trop vite ou si c'est un peu trop compliqué. Non, de toute façon on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Là on en est au mardi midi et on est déjà presque à la moitié de l'émission. Donc je continue encore. Vous me direz quand vous voulez faire votre pause. Tout à fait, juste après le mardi. On prend le temps avec le mardi et après on fait une pause. D'accord. Eh bien, elle n'est pas finie la journée de mardi, je vous préviens. Il s'est passé que donc un certain nombre, ils ont décidé de prendre le contrôle ils sont allés prendre le contrôle du champ de débris. Ils sont parvenus vers le milieu de la journée, vers le midi. Donc, et à ce moment-là, ils ont embrayé sur la deuxième phase de leur opération, qui a été le démenti. Ils ont commencé à organiser le démenti. Ils ont envoyé le commandant Marcel direct à Fort Worth. Le général Ramey et le colonel Dubose étaient déjà revenus à ce moment-là. Ils sont repartis. Bon, c'était 1h30 de vol à peu près. Hein. Donc c'était jouable, tout ça. Et ils ont commencé à organiser le démenti du soir à Fort Worth, dont je vous ai parlé tout au début, qui a consisté à convoquer la presse dans le bureau du général Ramey, à leur montrer des débris de ballons en leur disant voilà, ils se sont trompés, c'est ça qu'ils ont trouvé. Mais c'était un vol très important. Il y avait le bombardier B-29 avec tout un équipage galonné à bord, dont l'adjoint du colonel Blanchard. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, côté Fort Worth, Texas, démenti. Mais à Roswell, ils ont commencé également à embrayer sur la marche arrière. Donc une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient
qui étaient en train de reprendre contrôle de la situation. Ils allaient faire le démenti de ça même. Ils ont commencé à organiser le démenti et le cover-up, comme on dit, à Roswell même. C'est-à-dire que on a des témoignages, bon, ce sont parmi les plus anciens d'ailleurs. On sait qu'il y a des journalistes qui ont été muselés à ce moment-là. L'un des tout premiers témoignages, c'était Lydia Sleepy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une typiste, comment dire, une télétypiste, enfin, d'une des deux radios de Roswell, qui travaille à Albuquerque, qui est en liaison avec l'une des deux radios de Roswell. Elle a raconté que le journaliste de la deuxième station de radio lui avait téléphoné pour lui dire qu'il y avait une découverte sensationnelle qui avait été faite. On ne sait pas exactement quel jour c'est, mais c'est probablement, ça a dû se passer le mardi matin. Or, elle se préparait, elle commençait déjà à envoyer ce témoignage à leur station centrale qui était à Los Angeles, de ce réseau de radio. Quand il y a eu cette communication a été interrompue par un téléx du FBI qui a dit « Arrêtez ça, sécurité nationale, etc. » Et on a le témoignage également de l'autre radio. Ah oui, alors, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est que le lundi, le patron de la radio KGFL, du jeune journaliste dont je vous ai parlé, Frank Joyce, son patron, Whitmore, a envoyé chercher Brazel sur son terrain, qui était le lundi. Il avait accompagné donc les deux officiers. Il est allé le chercher, il a mis le grappin dessus, ils l'ont ramené à Roswell et ils l'ont interviewé le soir même avec l'intention de diffuser l'entretien le lendemain matin. Et ça aurait été une bombe, évidemment. Or, ils ne l'ont jamais diffusé parce que le mardi matin, ils ont eu 2 coups de fil venant de Washington. L'un du bureau du sénateur Chavez, faisant pression sur cette radio pour qu'il se taise, pour qu'il ne diffuse pas cette interview, et du bureau fédéral d'attribution des fréquences radio, qui leur a dit si vous diffusez ça, vous allez perdre votre licence dans les 3 jours. Donc il y a eu une pression dingue à ce moment-là sur les journalistes, et pas seulement sur les journalistes, sur beaucoup de témoins de tous les alentours. On a commencé à dérouler un vrai rouleau compresseur, à faire pression sur un tas de témoins pour qu'ils se taisent. Donc ça a duré toute la journée du mardi, ça. Et donc dès le mardi soir, c'était quasiment bouclé en fait. Le fermier Brazel, il avait été récupéré dès le mardi matin chez Whitmore, chez le patron de la radio. Ils l'ont chambré toute la journée et ils l'ont fait revenir aux 2 radios, aux 2 journaux, le Roswell Daily Record, la radio KGFL et l'autre. Et là, il y a plusieurs témoins, des voisins qui étaient là d'ailleurs, qui l'ont vu circuler sans lui dire bonjour, sans le reconnaître. Ça les a beaucoup intrigués. Il était sous escorte militaire et il s'est mis à raconter une autre histoire. Il s'est mis à raconter qu'il avait découvert 2,5 kg de ballons, que ça n'avait aucun intérêt, que si ça recommençait, il n'en reparlerait plus. Il ne reparlerait jamais d'une chose pareille. Donc ça a été complètement bouclé. Et le fermier Brazel ensuite est reparti à la base. Il n'est pas rentré chez lui pour son histoire de ballon. Il est passé une semaine sur la base. C'était pas en prison d'ailleurs. J'en ai parlé avec Walter Ho, qui m'a dit non, il n'a pas été en prison. Mais en fait, il était à la maison d'hôte. Il y avait une maison d'hôte, il a été retenu là. Et il en a été très humilié. On est ressorti très humilié d'ailleurs, Brazel. Et il n'a plus jamais reparlé avec sa famille, mais il a été très choqué par ce qui lui était arrivé. Bon voilà, ça c'est à peu près ce qui s'est passé donc la journée de mardi. Donc c'est une espèce de branle-bas de combat général avec un communiqué de presse pour parer au pire, pour le cas où ils n'auraient pas pu maîtriser la chose. Ils auraient pu dire bon ben voilà, faire bonne figure et dire nous avons annoncé cette découverte. Mais en la limitant, ils ont dit voilà, on a ramassé un disque volant, mais il est parti, on a tout ramassé, il n'y a plus rien à voir. Et puis finalement, le démenti du soir.
On va faire notre respiration musicale maintenant. D'accord. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous recevons aujourd'hui Gildas Bourdet qui nous présente son nouveau livre, Le Crash de Roswell, enquête inédite. C'est paru aux éditions JMG dans la collection Enigma. C'est dans l'émission La Vague d'OVNI, bien sûr. C'est le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Je vous rappelle que cette émission est proposée et dirigée par Didier Deplège et qu'elle est animée aujourd'hui par Alexandre. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Je vous rappelle que La Vague d'OVNI, c'est tous les mardis à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Alors Gildas Bourdet, après cette respiration musicale, on avait dit qu'on en avait fini avec le mardi à Roswell, mais pas du tout en fait. Non, c'est pas terminé le mardi, parce que c'est une journée infernale, absolument. Parce que y a d'autres témoignages qui sont apparus, bon, des voisins des environs, des jeunes qui ont vu les militaires arriver, boucler le site, etc. Bon, ce serait terriblement compliqué d'entrer dans les détails, ça serait trop long. Mais il y a des aspects importants quand même à signaler, notamment que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait venir des photographes. Eh bien, on les connaît, ces photographes, Frédéric Benthal et Al Kirkpatrick, qui étaient venus depuis Washington. Benthal était un des meilleurs photographes militaires. C'est lui qui avait photographié les expériences, les tests atomiques de Bikini l'année précédente. Voilà. Donc ils avaient pris vraiment les meilleurs photographes qu'ils avaient sous la main. Et ils les ont emmenés dès le mardi matin sur le site, sur le deuxième site, donc celui qui est le plus proche, qui est à environ 50 km de Roswell. Et ils ont dû photographier, du moins l'un des deux. L'autre, il est parti sur un autre site, probablement le champ de débris, on ne sait pas exactement. Donc c'est Benthal qui est resté sur place. On lui a fait revêtir une tenue de protection. Ça, c'est intéressant parce qu'il y avait quand même ce risque sanitaire qui était très très présent là. Et il a eu ordre de prendre en photo sous la tente, au flash. Ça sentait d'ailleurs le formol, il a remarqué. Et une fois qu'il a terminé de prendre en photo les cadavres qui étaient alignés sur le sol, sur un tissu caoutchouté, ils ont confisqué l'appareil, les plaques et tout, et lui, il s'est retrouvé. Les deux photographes se sont trouvés à Roswell, ils ont été rapatriés immédiatement à Washington, et lui, Benthal, a été expédié peu de temps après, en mission en Antarctique pour prendre en photo les glaces de l'Antarctique. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a d'autres témoignages de ce genre-là. Je ne peux pas trop entrer dans le détail, mais il y a pas mal de témoins qui ont raconté qu'ils ont été expédiés à Pétaouchnok, si j'ose dire. Il y en a un qui est parti comme ça, qui a été envoyé en Alaska, etc. Et ça, il y en a que ça a beaucoup d'ailleurs affecté. On les a aussi menacés, on les a chapitrés, on leur a dit de se taire, hein, sur tout ce qu'ils avaient pu voir. Ou même on leur a dit qu'il ne s'est rien passé du tout. Il y a eu beaucoup de débriefings comme ça. Et alors, ça aussi, ce sont donc des témoignages qui confirment que ça s'est bien passé comme ça. Et en fin de matinée, alors il y avait un survivant. On pense que le survivant, là, il y a très peu de témoignages, mais il y en a quand même 2 ou 3 sur lesquels il y avait un survivant sur le terrain. C'est notamment l'un des pompiers là, qui a raconté ça à sa fille. Et il a dû être rapatrié, lui, très vite, dès le lundi soir, probablement. Mais ensuite, là, ils ont ramené, donc ils ont rapporté à la base les cadavres et l'OVNI. Et là, on a plein de témoignages sur le rapatriement de l'OVNI et des cadavres à Roswell dans la journée du mardi. L'un des témoignages les plus remarquables, c'est un ancien soldat de la base qui s'appelle Eli Benjamin, qui a été retrouvé il y a un certain nombre d'années par Carey et Schmitt. Et il ne voulait pas parler, mais il a fini par se décider. Il n'osait pas parce qu'il avait peur de perdre sa pension militaire. Il a fini par se décider à parler en 2005 et il est passé sur une émission de la chaîne Sci-Fi en 2006. C'était à l'occasion d'une enquête archéologique sur le terrain. Bon, ça, je vais glisser là-dessus. Mais il y a eu 2 enquêtes archéologiques sur le terrain, organisées par la chaîne Sci-Fi. Et là, c'est à cette occasion-là que l'un des témoins
a été présenté. Donc quand je vous parle, ce soldat Élie Benjamin, il s'est retrouvé au cœur plongé au cœur de cette histoire, et ça l'a choqué pour le restant de ses jours pratiquement. Il a été appelé à ce grand hangar, le hangar P3, où toutes ont été acheminés les débris, l'OVNI, les cadavres, pendant cette journée-là. Et il a eu pour instruction de transporter les cadavres depuis ce hangar jusqu'à l'hôpital de la base. Et il a fini par raconter ça, en fait, voilà, ils étaient allongés sur des espèces de civières ou des lits à roulettes recouverts d'un drap. Mais il y a un drap qui a glissé et il a pu voir la tête de l'un des cadavres. Et il y en avait un qui était moribond, en fait, qui était survivant, la tête qui bougeait encore. Et c'est là il a décrit cette tête classique que nous connaissons, avec une grosse tête avec des grands yeux noirs, toute petite bouche, petit orifice nasal, petites oreilles. Donc c'est la tête un petit peu classique, si j'ose dire, du petit gris. Hein. Et il a donc conduit avec une ambulance plusieurs cadavres, il y en avait au moins 2 ou 3, à l'hôpital. Et là, c'est intéressant aussi son témoignage parce qu'il a observé, il y avait pas mal d'officiers, de médecins, certains qui ne connaissaient pas, qui étaient là et qui se préparaient à faire une autopsie. Ça recoupe bien une histoire qui était un témoignage très important il y a une dizaine d'années, mais qui avait été un petit peu discrédité. C'était celui de Glenn Dennis, qui était un employé des pompes funèbres de Roswell, qui avait été appelé sur la base qui avait rencontré presque par hasard, fortuitement, une infirmière qui sortait d'un local, et en se cachant la bouche avec une serviette, et qui était sur le point de vomir parce qu'elle lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, Glenn? Allez-vous-en, dépêchez-vous de partir, vous allez avoir des ennuis. » Mais le lendemain, il l'a revue et elle lui a raconté qu'elle avait assisté à un début d'autopsie de cadavre, qu'elle avait été requise par des médecins, là, et que ça sentait tellement mauvais qu'elle avait été prise de malaise. C'est pour ça qu'elle s'est sortie de... Ils avaient dû arrêter d'ailleurs cette autopsie. Donc tout ça se recoupe pas mal. Des cadavres pour sentir mauvais, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Eh ben, c'était surtout parce qu'ils avaient été très abîmés par le choc. Ceux du troisième site, le site le plus éloigné, à côté du champ de débris. Les cadavres plus proches, eux, n'étaient pas aussi abîmés. Ils avaient en quelque sorte protégés dans cette soucoupe qui avait pu qu'on a retrouvée en pas si trop mauvais état, qui était quand même en une seule pièce. Mais, donc, on a un recoupement là, de plusieurs témoignages, et il y en a encore un autre. Allons-y. C'est que, également ce mardi, il y a un témoignage nouveau qui est apparu, celui de Myriam Andrea Bush, qui avait 27 ans à l'époque, qui était la secrétaire de l'administrateur de l'hôpital, le lieutenant-colonel Harold Warren. Eh bien, cette femme-là, son frère George et sa sœur Jean ont fini par raconter elle a fini par leur raconter que elle avait son patron l'avait emmené brièvement voir ces cadavres et ce début d'autopsie. Et elle a décrit à peu près le même genre de corps. Il y en avait un qui était encore vivant, donc elle a confirmé ça aussi. Et alors cette jeune femme a été bouleversée. Il semble bien qu'elle ait été menacée, elle a été traumatisée, c'est ce que sa famille a raconté, et ça lui a complètement gâché la vie. Et elle a finalement, elle s'est suicidée, c'est ce qu'on a dit, mais son suicide est bizarre. Parce qu'elle avait des traces de coups sur les bras et elle s'était étouffée avec un sac en plastique noué autour de la tête. Alors c'est un suicide assez bizarre et sa propre belle-sœur Pat Bush a témoigné publiquement. On a la vidéo, ça a été montré sur la chaîne Sci-Fi, disant qu'elle ne croit pas du tout au suicide et pense qu'en fait elle a été liquidée parce qu'elle allait parler en fait.
Donc ça se termine assez tragiquement, ce témoignage. Bon, voilà, donc il y a tout cet aspect-là, récupération des cadavres donc, qui sont ramenés à la base. On a un certain nombre de témoignages qui se confirment, qui se confortent les uns les autres. Et ensuite, on a la récupération et le retour donc, de l'OVNI lui-même, de la petite soucoupe. Donc après un certain nombre de témoignages, je ne vous les ai même pas tous cités. Il y a d'autres soldats. Ils ont tous décrit, non pas un engin comme une espèce de planeur à forte flèche, comme on l'avait cru, elle en flèche. On penchait vers cette description dans les années 94-95 et en fait on en est revenu. Il semble bien que c'était plutôt de forme circulaire. Alors, ce mardi soir, nous avons les préparatifs donc, pour le transport des corps du 2e site et le chargement et transport des cadavres du 3e site. Alors voilà, on arrive là si vous voulez maintenant. Donc là, vous me poussez pour avancer, parce qu'il faut effectivement qu'on arrive à en sortir. Donc voilà, il se passe ensuite qu'on a toute une série de témoignages encore, cette fois, sur donc, la phase suivante de l'opération, qui est que on a transporté tous ces cadavres et l'OVNI hors de Roswell et les débris. Donc ça s'est passé dans la journée, ça commence à se préparer le mardi soir. Alors c'est intéressant aussi, là il y a un témoignage, c'est celui de Walter Haut. Parce que le lieutenant Haut qui avait été chargé donc, de communiquer de presse, pendant des années, il s'en est tenu à ça. Il a dit, voilà, j'ai diffusé le communiqué de presse. Moi je l'ai rencontré à 2 reprises en 1995 à Roswell. C'était un type vraiment très très intéressant, très sympathique. Et il dirigeait le musée de Roswell à ce moment-là, en 1995. Et puis maintenant c'est sa fille, il est mort. Et il a fini par raconter, donc, dans un affidavit, c'est-à-dire c'est une déclaration signée sous serment devant notaire, que son patron, le colonel Blanchard, l'avait emmené brièvement dans le hangar P3 pour voir où il a pu voir l'OVNI et les cadavres. Ça a dû se passer vers le mardi soir, quand tout ça a été rapatrié. Ouais. Je pense juste un instant, Gildas Bourdet, à tous ceux qui nous rejoindraient maintenant, ouais. qui auraient entendu, qui voient là où nous en sommes, etc. Ouais. Juste, si vous pouviez nous rappeler géographiquement où se situent les 3 sites. Absolument. Donc, nous sommes dans la région de la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. En 1947, il y a la ville de Roswell avec les bombardiers, la grande base des bombardiers atomiques, juste au sud de la ville. Et puis, au nord de la ville, il y a 3 sites, en fait. Il y a le premier, historiquement, qu'on a connu, c'est le site, ce qu'on appelait le champ de débris du Ranch Foster, un vaste champ de débris étrange, et à 100 km à vol d'oiseau, plus de plutôt 150 km par la route. Il fallait 3 heures de route pratiquement. 3 heures de route, 100 km à vol d'oiseau, un site avec des débris et quelques corps à part. Et un peu plus loin, à l'est, à 2 ou 3 miles à l'est, 1000 si vous préférez, 2 ou 3 cadavres. D'accord. Très, très mutilés, très abîmés. C'est pour le premier site. Ça, c'est le premier, et que j'appelle moi le 3e site, les cadavres, pour les distinguer du 2e site, où on a trouvé l'OVNI et les cadavres, et un survivant aussi, semble-t-il, d'après plusieurs témoignages. Premier site, les débris. 2e site, un peu plus loin, ce que vous appelez le 3e site. Oui, attendez. Premier site, le champ de débris. Le 3e site, c'est les cadavres, pas très loin. Et le 2e site, c'est à mi-chemin, à 50 km au nord, l'OVNI, cadavre et un survivant. Découvert par des archéologues. Oui. Ok, très bien. Ça me paraissait intéressant de resituer tout cela. On a mis du temps à comprendre tout ça. Parce qu'il y a eu toute une période pendant laquelle on a cru que les archéologues se baladaient dans la plaine de San Agustin, à 200 km de là, de l'autre côté du Rio Grande. Cette piste est aujourd'hui fort close, abandonnée. D'accord. Alors je vous laisse reprendre évidemment le cours de votre histoire. Ouais. Nous sommes le mardi soir. Nous sommes le mardi soir et à ce moment-là, les préparatifs sont en cours au hangar P3. À l'hôpital, il y a aussi une chambre froide pas très loin. On a pu mettre les cadavres aussi. Enfin, je ne vais pas dans tous les détails, sinon on n'en sortirait pas vivant.
Mais il y a des témoignages aussi là-dessus. Mais pour résumer, il y a toute une série de témoignages sur l'assemblage des caisses, la préparation des caisses au hangar pour le transport du lendemain, comme le sergent Melvin Brown, par exemple, qui a été requis avec d'autres pour garder le hangar la nuit, qui avait aussi participé au transport. C'est un des plus anciens témoins, Melvin Brown. Et puis, il y a d'autres témoignages, le soldat Francis Cassidy, la veuve du caporal Robert Lida, etc., qui avait vu tout cela, le sergent Robert Smith, qui ont participé aux préparatifs. Enfin, il y a pas mal de témoignages. Et puis, il y a un témoignage très intéressant, c'est un des plus anciennement connus, c'est celui de la veuve et de la fille d'un officier, d'un pilote, le capitaine Olivier Papy Anderson, qui a fini par leur raconter en 1980 qu'il avait transporté des cadavres directement jusqu'à la base de Wright dans l'Ohio. La base de Wright-Patterson, c'était la grande base technique de l'armée de l'air. Et effectivement, il semble bien que c'est là qu'on a acheminé beaucoup de choses, cette base de Wright-Patterson. C'est là qu'on a beaucoup parlé du fameux hangar 18 mythique où on avait tout rassemblé. C'est la base de Wright-Patterson. Et alors, mais c'est plus compliqué qu'on ne le croit, une fois de plus, parce qu'il y a eu deux filières séparées, parce qu'il semble bien, il y a des témoignages concordants, que les cadavres très abîmés et qui sentaient affreusement mauvais, on les a soigneusement emballés et entreposés pour la nuit, le plus loin possible des bâtiments de la base, à l'autre bout des pistes. Et là aussi, il y a eu une grande tente qui a été montée, on y a entreposé une caisse, et ça a été gardé pour la nuit par des soldats armés. On a des témoignages là-dessus aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? C'est que pendant la nuit, on a transporté cette caisse pour la charger à bord d'un des bombardiers B-29 qui s'est avéré... il y a eu un doute pour savoir quel bombardier c'était, mais ça a été finalement clarifié brillamment par Carey et Schmidt dans leurs enquêtes d'ailleurs. C'était le bombardier B-29 Straight Flush, pour être précis. Et il était stationné pour charger les bombes atomiques qui étaient très grosses, ils avaient un puits de chargement sous l'avion. Et c'est là qu'ils ont mis la caisse. Et ils l'ont chargé pendant la nuit. Et après, il y a eu ce vol qu'on connaît depuis déjà assez longtemps, un autre vol historique de Roswell vers la base le quartier général de Fort Worth au Texas. Alors c'est un vol très spécial, il y avait beaucoup d'officiers à bord et il y avait des gardes armés, même dans la soute, ce qui fait que l'avion a volé à basse altitude vers Fort Worth. Il y a un des membres de l'équipage, on en a retrouvé plusieurs maintenant, qui a raconté qu'il y avait à bord, il y avait un médecin. Alors si ça avait été pour transporter 3 ballons météo, il n'y avait pas besoin d'un médecin entre nous. Donc on a les témoignages de au moins trois membres de l'équipage, le sergent Robert Slucher qui a témoigné par écrit dans un affidavit déjà ancien de 1993, et puis 2 témoins plus récents, le sergent Osepchuk et le soldat Thompson, Lloyd Thompson quand il est retrouvé. On a leur nom, on sait qui ils sont, etc. C'est Lloyd Thompson qui se souvient qu'il y avait un médecin à bord de cet avion. Et puis alors, il y a cet épisode assez drôle. C'est à l'arrivée à Fort Worth, l'un des officiers, le lieutenant Félix Martucci, a commencé à bavarder un peu dans les micros, dans l'intercom. Il a dit qu'il reconnaissait il y avait tout un attroupement qui les attendait. Et il a dit mais je reconnais l'un d'eux, c'est un ancien camarade d'école qui est devenu entrepreneur de pompes funèbres. Alors, que faisait là cet entrepreneur de pompes funèbres? Autre question. Mais il s'est fait immédiatement rembarrer par l'officier de pilote, le capitaine Ewing, qui n'était pas un marron, apparemment, qui lui a dit de se taire.
Mais il a gaffé de nouveau Félix Martucci lors du vol de retour. Il n'a pas pu s'empêcher de dire aux soldats, à l'équipage, « Oh, les gars, nous avons fait l'histoire. Boys, we just made history. » Mais c'est drôle cette histoire parce que Carré et Schmitt ont réussi à le retrouver. Ils ont essayé de l'interviewer, ils ont commencé à lui téléphoner. Ça s'est pas mal passé jusqu'au moment où ils ont parlé de ce vol de Roswell. Et l'autre, il s'est refermé comme une huître, il leur a claqué le téléphone au nez. Il a dit « je ne sais rien ». Et ils ont essayé de le rappeler quelques jours après. Il avait changé de numéro de téléphone. Ça veut dire que 60 ans plus tard, cet officier qui était à ce moment-là à la retraite, il s'est refermé comme une huître quand ils ont essayé de le faire témoigner. Donc il y a des gens qui ont parlé et puis d'autres pas. Ce qui est quand même étonnant, c'est de trouver des personnes du monde civil présentes dans ce dossier. Oui. À croire que l'armée n'avait pas les moyens de tout verrouiller toute seule. Là, on parle de cet homme des pompes funèbres. Oui. On se dit quand même, alors effectivement c'est plus facile avec le recul, mais quelle erreur. Il y avait des médecins qui n'étaient pas... Non mais attendez, c'était tous éventuellement travaillés ensemble. Il y avait des relations de travail éventuellement très, très étroites et fréquentes avec des civils, oui bien sûr, et qui travaillaient avec eux la main dans la main. C'est étonnant. C'est étonnant. Ça vous étonne, ça ? Oui, qu'il y ait des civils qui... Oui, tout à fait. Je crois qu'à l'époque... On parle d'une base ultra secrète tout de même, d'une base dans laquelle a été développée des... Oui. La base des bombardiers atomiques était... oui, d'un côté, il y avait un très haut niveau de sécurité, c'est ce que m'a dit Walter Root quand je l'ai rencontré. Il a insisté beaucoup là-dessus. Il a même fait une plaisanterie parce qu'il avait un certain sens de l'humour. Il m'a pointé du doigt un aspirateur qui était dans un coin de la pièce où on s'entretenait. Il m'a dit, vous voyez ça ? Si mon colonel Blanchet m'avait dit c'est un extraterrestre, je lui aurais répondu oui mon colonel. Non, mais il essayait de me dire, maintenant je comprends pourquoi il me disait ça. Il essayait de me dire, écoutez, je ne peux pas tout vous raconter aujourd'hui, mais un jour peut-être. Et c'est ce qu'il a fait en fait, mais de manière posthume. Donc voilà, on a toute une... Moi je considère que c'est très solide comme histoire parce qu'il y a plein de témoignages et ça continue, ce n'est pas fini. Il y en a encore d'autres sur ce qui s'est passé ensuite, sur différents vols. Il y a eu des vols avec plusieurs destinations. À White Sands, White Sands c'était la base du Nouveau-Mexique, plus à l'ouest où on lançait les fusées V2, c'était une base secrète également. C'est là que se trouvaient Van Braun et d'autres scientifiques allemands récupérés après la guerre. Et à l'époque, Kirtland, c'est la grande base également près de la grande ville d'Albuquerque où il y avait également des études très secrètes. Kirtland et les laboratoires Sandia, c'est une zone très très secrète où on fait des recherches militaires depuis cette époque-là. Et la base de Los Alamos, c'était une sorte de succursale de Los Alamos plus au nord. Il y a aussi manifestement, il y a eu des études faites à Los Alamos également. Donc oui, c'est très curieux. Comment ça se fait que tout ça ait pu être caché ? En fait, non, tout n'a pas été caché parce qu'on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Il y a au moins 80 à 90 témoins très solides pour cette histoire. Je peux encore, d'ailleurs, j'ai encore d'autres développements dont je peux vous parler, si vous voulez, un petit peu. Vous m'accordez un petit moment Avec plaisir, oui. Tout à fait. Alors, largement le temps. Bon. Eh bien, il y a des témoins aussi intéressants. C'est très curieux comme témoignage. C'est le témoignage du sergent-chef Lewis Rickett, qui est très solide en fait, qui était l'assistant du fameux capitaine Sheridan Cavitt, dont nous avons parlé au début, qui avait accompagné le commandant Marcel pour visiter le champ de débris. Eh bien, le lendemain ou le surlendemain, ça devait être le mercredi. Alors, le mercredi, il faut se dire qu'il y a eu des équipes qui ont été expédiées pour continuer à nettoyer tout le terrain. Ils ont passé la journée du mardi à nettoyer déjà, et ils ont continué le mercredi. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont participé, comme le sergent Earl Felford, par exemple, qui raconte le mercredi 9, il a été porté volontaire pour faire partie d'une équipe de 15 à 20 hommes, etc., qui sont
parti sur le champ de débris pour finir de le nettoyer. Je vais y revenir, mais je parlais de Lewis Ricketts. C'est un témoignage très intéressant parce que c'était un technicien tout à fait compétent. Et il avait même participé à une équipe d'enquête à la fin de la guerre. Il était allé en Allemagne avec une équipe pour récupérer du matériel militaire aéronautique. C'était un chef d'équipe c'était un superviseur de travaux de réparation militaire des avions. Et c'est ce gars-là qui a raconté que son patron, le capitaine Cavite, un jour, un matin, l'a emmené. Et ils ne sont pas allés au champ de débris, ils sont allés sur le deuxième site. On le sait parce que là aussi, il a bien précisé qu'il y avait eu 3/4 d'heure de route pour y aller. Et donc ils étaient arrivés sur ce terrain où il y avait des officiers. Il y avait au moins 2 officiers, bon on sait qui ils sont en fait. Hein. C'était le major Isley et le major Dardenne qui dirigeaient l'un la police militaire et l'autre des équipes de sécurité renforcées pour les bombardiers atomiques, qui étaient tous déjà habilités au top secret. Eh bien ils étaient là, ils finissaient de nettoyer et Lewis Ricketts a raconté qu'il y avait encore quelques débris là, il avait saisi un qui était de forme assez incurvée, qu'il avait essayé de plier, et que les 2 officiers s'étaient moqués de lui en disant « Ah, le petit malin, il essaie de plier, de faire ce que nous n'avons pas réussi à faire. » Alors c'est amusant parce que le capitaine Cavite, son patron, a toujours nié tout cela. Et il a même, au début des enquêtes, il a nié qu'il était à Roswell. Il a fini par l'admettre quand même. Ensuite, il a dit « Mais moi, j'ai découvert quelques débris de ballons, c'est tout ce qu'il y avait sur le terrain. » Et il a raconté la même fable quand il a été interviewé longuement par un colonel de l'armée de l'air pour servir de témoin pour le gros rapport de 1000 pages que l'armée de l'air et le Pentagone ont publié en 1995, le gros Roswell Report. Il y a eu une longue interview du colonel, son nom m'échappe, qui lui a interviewé donc ce capitaine Cavite et qui lui a dit bah alors il a essayé à ce moment-là de lui faire dire qu'il avait récupéré un train de ballon Mogul qui était devenu la thèse officielle de l'Air Force à ce moment-là. C'était plus un ballon météo avec cible radar, c'était devenu un train de ballon soi-disant impressionnant avec 20 à 25 petits ballons météo et 2 ou 3 cibles radar montées sur baguette de balsa. Alors, la baguette de balsa, vous allez en acheter une chez un marchand de jouets, vous la cassez comme ça entre les doigts, c'est très facile à casser. 8 mm de diamètre, essayez, vous verrez. Et donc, ils ont essayé de faire croire que c'est ça que les aviateurs avaient trouvé. Et l'autre, il n'a même pas voulu accepter ça. Il aurait pu être gentil avec les officiers, avec le colonel qui l'interviewait. Et il dit « Ah oui, c'est vrai, tout compte fait, je me rappelle que c'était un train de ballon. » Mais non, il n'a même pas voulu dire ça. Il a dit « Mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai vu un ballon météo avec une cible radar. » Il s'est royalement moqué de payer sa tête, en fait. Et alors l'autre lui a demandé « Mais est-ce que vous connaissez cet enquêteur-là, Carl Flock ?» Carl Flock, c'est l'homme qui avait contribué à lancer l'hypothèse des ballons Mogul en 1994. « Ah oui, je le connais, Carl Flock. Oui, je l'aime bien. C'est notre meilleur débunkeur. » Ça, c'est quand même assez curieux. Et alors, j'aime bien parler de ces témoignages de Cavite et Ricketts parce qu'on les connaît bien. Il y a eu un très long entretien qui a été transcrit. Bon, j'en ai eu la transcription par des amis ufologues, dont Robert Durand, qui m'a passé ça, qui était un très bon enquêteur également sur Roswell. Ben, il y en a beaucoup. Hein. Et il a raconté Cavite un autre épisode dont j'ai envie de dire un mot maintenant, si vous voulez. C'est que au cours des semaines ou des mois suivants, il a assisté à un éminent scientifique, le professeur Lapas, Lincoln Lapas. Ils ont inspecté les terrains de la région et il raconte, Ricketts, qu'ils ont trouvé une zone où le terrain avait été porté à très haute température, comme vitrifié. Donc il se peut qu'à ce moment-là,
il y a eu un scénario encore plus complexe que ce qu'on imaginait, c'est qu'il y a eu un premier impact un peu plus au nord-ouest peut-être du champ de débris. C'est une histoire complexe, on ne maîtrise pas bien exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement. Il y a peut-être eu deux engins, un qui a explosé, l'autre qui a réussi à aller plus loin, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une collision ou quoi on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas exactement qu'on peut mettre en doute tout ce faisceau énorme de témoignages. Et tous les sceptiques, bien entendu, ont mis en doute tout ça. Mais c'est tellement tordu leurs arguments que je ne veux même pas entrer là-dessus, sur cette affaire-là. Alors moi qui vous écoute depuis le début, je ne connais pas le dossier Roswell, j'entends cette histoire pour la première fois, je me dis que la justification c'est un train de ballon mogul. C'est fou. Hein. Alors à ce moment-là, comment justifier le bouclage de toute une ère, de tout un espace, comme ça a été le cas, d'une partie de terrain? Comment expliquer un bouclage de l'armée pour protéger un train de ballon? Comment est-ce que c'est justifié ce genre de choses? C'est absurde. À cette époque-là, ces ballons météo, ces sondes... Attendez, alors, ce que l'on peut dire... Non, les ballons météo, c'était d'une banalité totale. Ils en ramassaient de temps à autre, ils savaient très bien ce que c'était. Les habitants de la région, ceux qui avaient vu les débris de près, et il y en avait, comme je vous l'ai dit, un certain nombre, il y en avait pas mal, mine de rien. Ça les a fait rigoler, mais on leur a dit de se taire. Ce qui s'est passé dans les jours suivants, c'est que les militaires sont allés visiter toutes les fermes des environs. Ils ont tout fouillé, ils ont tout déballé, les fourrages, tout ça. Ils ont cassé les réserves de nourriture, etc. pour fouiller, pour découvrir si les gens avaient gardé des débris. Ils ont exigé la restitution des débris et ils ont menacé les gens. Il y a des gens qui ont été menacés, on a des témoignages dans les environs, y compris même les jeunes, les enfants qui se baladaient pas mal et qui ont été menacés. Il y a, par exemple, on a le témoignage d'un photographe de Roswell, Jack Roden, qui a raconté que l'un des éleveurs de la région avait eu 3 enfants qui étaient revenus de promenades très traumatisés parce qu'ils avaient été menacés, etc. Et on a également des témoignages à Roswell même, notamment des 2 filles de pompiers Dan Dwyer, Frankie Rowe et Ellen Cahill, qui ont raconté que, de même que Barbara Duggar, la petite fille du shérif Wilcox, elles ont raconté qu'ils ont été menacés, leurs parents ont été menacés. Et, dans le cas de Barbara Duggar, c'est sa grand-mère, qui était la femme de shérif Wilcox, qui lui a révélé tout à fait peu de temps avant sa mort qu'ils ont été menacés de mort. Et c'est encore mieux que ça, c'est que le shérif Wilcox, on a fini par apprendre par encore un autre témoin, dont je ne vais peut-être pas parler maintenant, enfin c'était un homme politique de la région, Montoya, qui a raconté que, lui et ses collègues, qu'ils ont été menacés par le shérif Wilcox. Wilcox, non seulement il a été menacé de mort, lui et sa femme, mais après avoir été chargé de visiter les témoins et de les menacer. Donc il y a eu un bouclage assez féroce. Ouais. Je ne sais pas, j'essaie de répondre à votre question, comment ça se fait qu'on a réussi à boucler, voilà comment ils ont fait. Donc il y a eu un bouclage assez féroce dans toute la région. Ils ont tout ramassé. Il y a eu plusieurs vols de bombardiers, de quadrimoteurs DC-4 qu'on a chargés avec les débris dans des caisses, etc. On a des témoignages. Alors il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est les 2 fils du fermier Brazel, Bill et Paul. Jusqu'au livre de Kara Schmidt, on n'avait parlé que de Bill Brazel. C'était l'un des tout premiers témoins d'ailleurs qu'avaient retrouvé Randall et Schmidt, qui avait confirmé tout ça déjà. Et on a le témoignage indirectement du 2e fils de Brazel, Paul Brazel, qui lui était rancher au Texas, alors que Bill travaillait à Albuquerque. Ils ont vu dans la presse ils ont découvert cet incident dans la presse. Ils ont vu que leur père était
retenus à la base de Roswell, où ils ont compris cela. Et ils ont accouru pour s'occuper des bestiaux, des moutons et des chevaux. Et Paul a raconté qu'il a été empêché d'accéder au ranch pendant 2-3 jours. Et ça l'inquiétait beaucoup parce que pour les chevaux, il ne pouvait pas aller s'occuper d'eux, leur donner à boire, et les moutons. Donc finalement, ils ont réussi à y arriver, à s'en occuper, mais Paul n'a refusé de témoigner publiquement par la suite. Mais il y a cet épisode intéressant aussi, justement pour continuer à répondre à votre question, c'est que Bill Brazel, dans les jours suivants, les mois suivants, il a ramassé quelques débris et les a mis dans une petite boîte. Puis il a fini par raconter ça un jour à un bar de Corona, la petite ville. Et très vite, peu de temps après, il a eu la visite d'un officier de soldats qui lui ont demandé de rendre les débris. Comme c'était un bon patriote, de toute façon, il n'avait pas le choix, il a rendu les débris. Cela dit, la question qui se pose encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui auraient gardé des débris? Et c'est probable que oui. Donc, il est tout à fait possible qu'un de ces jours, quelqu'un va finir par sortir de sa poche ou planquer dans un petit coin bien à l'abri. Il y a des grottes dans la région aussi. Il y a des petites grottes. Sauf que les enquêteurs, ils n'ont pas trop envie d'aller s'y frotter parce qu'il y a des serpents sonnettes dans le coin. Donc c'est assez dangereux. Mais il se pourrait qu'on retrouve encore quelques débris de ce fameux crash. Oui, le cas de Bill est frappant quand même, parce que lui, il a été autorisé à aller s'occuper des bêtes, et puis finalement, quelques temps après, il a assez d'argent pour se mettre à son compte. Ça, c'est le père. Hein, oui. Mark Brazel, il s'est retrouvé avec assez d'argent pour se mettre à son compte, oui. Et ça a fait jaser un petit peu aux alentours, oui. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Pour lui, c'était pas vraiment une bonne affaire, non, parce que ça l'a profondément humilié et traumatisé, en fait. Parce que c'était un bon gars, c'était un bon Américain, comme on dirait. C'était un type honnête, en fait. Alors, Gildas, avant d'en arriver à cette troisième et dernière partie que nous allons devoir très bientôt aborder concernant les éléments nouveaux, oui. Y a-t-il encore des choses à rajouter concernant la situation à cette époque? Alors, oui, j'ai un dernier témoignage, si vous voulez, qui est très intéressant, qui est divulgué dans le livre de Carey et Schmitt il y a 1 an et demi. C'est celui d'un officier d'aviation, le colonel Mario McGruder. C'est pas lui qui a témoigné directement, mais ce sont ses 4 fils. C'était un officier d'élite de l'armée de l'air qui avait été un héros de la guerre du Pacifique et qui se trouvait au mois de juillet 1947 dans une école où on formait toute une petite promotion de brillants jeunes officiers appelés à de plus hautes fonctions. Et un jour, ça s'appelait le collège de guerre aérienne, Air War College, dans l'Alabama, pour être précis. Eh bien, un jour, on les a embarqués, on les a emmenés à la base de Wright Field, dont nous parlions tout à l'heure. Et là, il a fini par raconter à ses garçons, à ses fils, qu'il a eu le choc de sa vie, parce que on leur a appris, ça se passait à la mi-juillet, on leur a appris la découverte qu'un engin extraterrestre qui était écrasé près de Roswell, et on leur a montré l'épave qui donc avait été acheminée entre-temps à la base de Wright-Patterson. Et de Wright, enfin ça ne s'appelait pas encore Wright-Patterson, il y avait 2 bases contiguës. Et puis, on les a introduits dans une autre salle où se trouvait un alien survivant. C'est là qu'il était. Il l'avait amené là. Alors, tout de suite, je sais que les genres de questions qu'on se pose, mais... Alors, il a décrit, il a fait la même description, hein. Moins d'1,50 m de haut, d'apparence assez humaine, mais avec des bras plus longs, des yeux plus grands, une tête surdimensionnée, dépourvue de cheveux, une fente à la place de la bouche, 2 trous sans appendice pour le nez et les oreilles. Et puis, finalement, la question qu'on m'a souvent posée, c'est sait-on s'il a survécu longtemps, s'il y a eu des contacts? Alors, d'après ce qu'ont recueilli Carey et Schmitt, il n'a pas survécu très longtemps.
Gilles Dasbourdet, avant d'arriver à la troisième partie de cette émission, j'aimerais faire un lien et poser une question qu'à mon avis beaucoup d'éditeurs ont en tête. Vous nous avez parlé pendant cet exposé d'un musée de Roswell, oui. Tenu par le père, ensuite tenu par la fille. Oui. Est-ce que ce genre de musée sert ou dessert cette question et cette enquête liée à Roswell? Je vous dis ça juste avant la troisième partie parce que certains peuvent se dire si les témoignages arrivent aussi tardivement, de nouveaux témoignages actuellement, c'est peut-être uniquement pour écrire un bouquin et pour... Donc je préfère prendre les devants et vous poser cette question. Que pensez-vous de ce genre de musée? Écoutez, ce musée, moi je l'ai visité en 95, il n'était pas encore très très grand, il s'est agrandi depuis. Je l'ai revisité en 2007, il avait pas mal... augmenté de surface, était changé d'adresse, et c'est devenu une institution un petit peu, dans cette ville de Roswell. Bon, moi je pense il y a eu un moment un passage un peu trouble, un peu trop commercial vers les années 97-98, et d'ailleurs à cette époque-là, Walter Rhodes s'en est retiré discrètement. Il y a eu une direction un peu trop orientée vers la recherche du profit. Donc il y a eu une période assez trouble, notamment l'année 97 où c'était un vrai cirque à Roswell cette année-là. D'ailleurs, les télévisions se sont beaucoup amusées à filmer le cirque de Roswell, bien entendu. Mais oui, globalement, ça a été, je pense que ce musée de Roswell, il y en a même eu deux au début. En 95, il y en avait deux. Il y en a un qui a fermé ses portes. Mais ça a joué un rôle positif parce que c'est là qu'on a retrouvé, des témoins sont venus, c'est comme celui dont je vous parlais, Elie Benjamin, il a visité un jour le musée de Roswell avec sa femme, et c'est par le biais de sa femme qui a parlé un peu à la fille de Walter Rhodes, etc., qui s'est décidé à parler. Voilà comment ça se passe. Donc ça sert plus que ça ne dessert. Ah oui, c'est un lieu un petit peu d'échange, de rencontres, et puis maintenant chaque année il y a ce fameux festival où beaucoup de gens se retrouvent. Là, j'ai assisté à cet échange donc en juillet 2007. C'était sympa, il y avait Stanton Friedman, Carey Schmitt, et il y avait le docteur Marcel Junior, qui est colonel de réserve, qui a fait 2 séjours, si vous ne me croirez peut-être pas, mais en Irak. Il m'a raconté qu'il a été l'un des plus vieux militaires engagés en Irak. Gilles Dasbourdet, nous allons faire une dernière respiration musicale de quelques secondes à peine. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Notre invité est Gilles Dasbourdet. Il nous présente son nouveau livre, Le Crash de Roswell, enquête inédite, paru aux éditions JMG Le Temps Présent, collection Enigma. Alors, Gilles Dasbourdet, avant d'en arriver au dernier témoignage, j'aimerais juste savoir, comme beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, comment a réagi l'état-major américain, l'armée américaine, lorsque le questionnement autour de Roswell a été de plus en plus pressant. C'était aux alentours des années 90, mi-90, non? Oui, c'est entre les années 90 et 95. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs livres qui sont parus au cours de ces années-là. Le premier livre de Kevin Randle et Donald Schmitt, qui était déjà un coup très fort de relance des enquêtes sur Roswell. Stan Friedman a publié son livre également, en 92 ou 93, je ne sais plus. Et puis... Randle et Schmitt ont remis cela en 94 avec un nouveau livre qui fait beaucoup de bruit aussi. Et donc il y a une pression qui a augmenté très fortement. Et il y avait également Karl Pflock qui était assez ambigu. Il avait fait un premier livre qui laissait ouverte l'hypothèse d'un ovni. Et en 93, mais en 94, il a commencé à parler de l'hypothèse de la découverte d'un train de ballon très secret appelé Mongoul. Donc lui et 2 ou 3 autres enquêteurs ont commencé à parler de ça, et l'armée de l'air a embrayé là-dessus très fort et a commencé à également raconter cela. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 93,
il y a un député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui est poussé par des électeurs à commencer à demander des explications à l'armée de l'air. Et il s'est fait envoyer balader. Alors, il n'aimait pas ça du tout, ça ne lui était encore jamais arrivé. Et également, ils l'ont envoyé vers les archives nationales, qui l'ont renvoyé vers les militaires, en disant « nous, on n'a rien du tout ». Alors, il s'est fâché. Et il a demandé une enquête à la commission d'enquête du Congrès, qui s'appelait le GAO. À l'époque, le General Accounting Office, c'est-à-dire c'était une sorte de commission de Cour des comptes au service du Congrès américain. Et ils ont accepté, bien que ce soit une demande assez inhabituelle, ils ont accepté de faire une enquête sur Roswell. Et cette enquête a démarré début 1994. Ils ont demandé des explications à l'Air Force à ce moment-là. Et alors, il y a une espèce de situation très très bizarre au cours de l'année 1994. Où l'armée de l'air, qui jusque-là refusait de dire un mot là-dessus, a enfourché l'affaire, s'est emparée de l'affaire, elle s'est mise à enquêter vite, très fortement, a commencé à rassembler tous les documents qu'ils pouvaient trouver sur les ballons. Et dès le printemps, ils se sont en quelque sorte appuyés sur le livre qui est paru à ce moment-là, de Karl Pflock, expliquant que c'était probablement peut-être un train de ballon ultra secret. Dès la fin du premier semestre 1994, ils ont commencé à développer cette thèse-là. Mais la commission d'enquête du Congrès s'est pas démontée, ils ont continué à travailler. Et pendant tout l'hiver 94-95, ils ont continué à enquêter et ils ont fini par publier un rapport assez court, de 22 pages, en juillet 1995. Qu'est-ce qu'il racontait ce rapport? Eh bien, qu'ils n'avaient pas pu avoir de documents très sérieux sur cette affaire, sinon que ils ont découvert qu'une grande partie des archives de la base de Roswell de l'époque avaient été détruites, contrairement à tous les usages, sans justification et sans signature. Et donc c'était quand même très bizarre comme dossier. Et ils ont le seul commentaire très court était d'écrire en première page du rapport l'enquête sur la nature de ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça c'est le rapport, c'est un rapport officiel, c'est un rapport de la Cour des comptes du Congrès américain. Hein. Quand on dit quelle est la thèse officielle, moi je pourrais aussi bien répondre que c'est ça la thèse officielle du Congrès américain. L'enquête continue, on n'a pas eu de réponse. Mais les militaires, eux, ils ont fait à ce moment-là, quelques temps après, ils ont publié ce gros rapport de 1000 pages. Il est paru au mois d'octobre de la même année. Mais attention, ce qui s'est passé surtout, c'est cet événement extrêmement bizarre qui a été la divulgation du film de l'autopsie d'un extraterrestre, Roswell, dont on parlait depuis des mois, depuis l'hiver précédent, et qui a tout foutu en l'air, parce que ça a occulté le rapport du GAO, ça a focalisé l'attention et ça a créé un énorme scandale. Ça a en quelque sorte décrédibilisé. Ah bah oui, ça a foutu par terre les très bonnes enquêtes sur Roswell. Si c'est ça qu'on avait voulu faire, ça a été un brillant succès. C'est-à-dire que l'armée donc sort un rapport trop long à étudier, 1000 pages environ, énorme, très long à étudier. Qu'on ne peut pas lire. Je veux dire, je les ai, hein, je l'ai le rapport. Mais je m'en suis pas mal servi, je peux vous dire. Mais on trouve des choses très intéressantes dedans, mais c'est une lecture... c'est impossible. On ne lit pas 1000 pages sur les ballons. Mais il y a des documents très précis dedans et qui prouvent, entre autres, que c'était pas possible qu'il y ait un train de ballon mogul qui était censé être lancé à la base de White Sands, qu'il ait atterri sur le ranch de Brazel. C'est pas vrai, parce que ça ne colle pas du tout. Et on a la liste complète des vols qui ont été faits, qui étaient menés par l'Université de New York. C'était une équipe de l'Université de New York University, qui faisait ça. Et
C'était des essais pour essayer de faire se maintenir en haute altitude des instruments pour essayer de détecter les futures explosions nucléaires soviétiques. Ça a échoué lamentablement, ça a complètement foiré. Alors avec cette expérience, ils n'ont pas continué très longtemps. Mais c'est ça qu'on était... D'accord. Voilà. Donc à la sortie de ces rapports, et puis il y a aussi le film, donc qui là pour le coup achève bien l'histoire. Ouais. Parce que le train de ballon mogul, Karl Pflock a essayé d'expliquer que c'était un truc monstrueux, que c'était extrêmement impressionnant. Pas du tout. C'était 20 à 25 petits ballons météo, 3 cibles radars ultra fragiles montées sur baguettes de balsa et 2 ou 3 instruments très très banals. Ça pesait 20 à 25 kilos. Tout. Alors pourtant, malgré tout cela, 95, là on est en 2009, on en parle encore de Roswell. Ouais. Parce qu'il y a encore de nouveaux témoignages. Alors, ou d'autres témoignages posthumes, oui. ou d'autres, là j'en ai un sous les yeux, il fait partie des quelques témoignages que vous allez mettre en avant. Alors, c'est un nouveau témoin de Roswell, c'est un article de Anthony Bragalia sur le site web The UFO Reality qui est titré « Un pompier de Roswell le reconnaît, c'était une soucoupe volante ». Alors, il y a une enquête qui a été menée, et là on parle du fils de Roux Chrisman, qui était le chef de la caserne de Roswell en 1947. Il est mort en 1981. Il avait 98 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce témoignage ? Non, parce que je l'ai découvert il y a... Non, je n'ai pas vraiment eu le temps d'étudier ce témoignage. En fait, je crois que c'est vous qui êtes le mieux placé pour raconter un petit peu. C'est très intéressant comme témoin, parce que, juste un mot quand même, c'est donc confirmé par l'un des meilleurs enquêteurs dont nous avons parlé à plusieurs reprises, Kevin Randall, qui s'est entretenu avec le fils pour se faire confirmer les détails de l'histoire. Donc le fils de Chrisman a expliqué qu'il était au courant de l'implication de la caserne municipale au moment du crash, mais il n'était pas très bavard, il ne souhaitait pas en dire plus. Il se contentait de répondre « c'est arrivé, il y a eu une grosse opération de couverture, le crash a bien eu lieu ». Et on lui a demandé donc comment il était au courant. Il a marqué une pause avant de répondre. J'en ai connu des tas qui savaient. Et puis on lui a demandé aussi si d'autres pompiers de cette époque étaient encore en vie. Il a répondu qu'il n'en restait plus qu'un seul. Il avait seulement souhaité le surnommer Smith. Et puis après, ils ont réussi à trouver Smith. Et puis l'article continue. Je laisse à tous nos auditeurs le soin de le découvrir sur le site de Didier Deplège, OVNI. Excellent site. Excellent site, qui tout raconte à fait. Beaucoup de choses intéressantes. OVNI au pluriel-usa.com. C'est un long article qui récapitule le sujet. OVNI au pluriel-usa.com sur ce témoignage. Alors, j'ai juste mis quelque peu ce témoignage en avant, mais il est très représentatif. Il y a encore des gens qui parlent pourtant de quelque chose qui est arrivé en 1947. Oui, c'est formidable. Parce qu'on arrive encore... Enfin, maintenant, ce sont plutôt les enfants des témoins de l'époque maintenant qui parlent. Il y a un autre exemple de ce genre-là qui est passé sur la chaîne, qui a été interviewé par Larry King. C'est intéressant aussi comme aspect, c'est que ça bouge aux États-Unis, même dans les grands médias maintenant. Et en particulier sur la chaîne CNN, il y a, avec Larry King qui s'intéresse beaucoup aux ovnis et à Roswell en particulier. Ils ont présenté des témoins, la chaîne Sci-Fi aussi, Sci-Fi Channel, qui maintenant existe en France. La chaîne Sci-Fi a passé tout un reportage avec notamment ce vieux soldat Elie Benjamin, on l'a vu. Ils ont cité aussi, je crois que c'est Larry King a cité la fille d'un colonel d'aviation qui était l'épouse d'un acteur très connu, Mickey Rooney. Et ben l'épouse de Mickey Rooney a raconté que son propre père, qui était colonel d'aviation, un jour leur avait confirmé qu'il y avait eu un crash d'OVNI à Roswell. Voilà. Ça fait, un témoin de plus, si on peut dire. Et il y en a d'autres encore, mais la liste est trop longue. Ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a encore des témoins ou les enfants des témoins. Ouais. C'est pour ça que vous ne désespérez pas, Gildas, de voir apparaître sorti d'un tiroir. On arrive à un point là où il risque de se passer quand même quelque chose. Alors Tom Carell espérait, il est passé à CNN, il a dit qu'il espérait encore peut-être mettre la main sur un débris. Alors il y a eu déjà un scénario de ce genre-là. En 98, il y a un débris qui a refait surface,
peut-être de Roswell, qui a été étudié par un... Mais alors ça a très mal tourné. Je connais bien la question parce que c'est l'un des protagonistes de cette histoire, c'est mon ami le docteur Lair, qui m'a raconté tout ça, ça a été publié à l'époque. C'est à la fin de son livre sur ses expériences d'extraction d'implants supposés extraterrestres. Bon, je sais que ça va avoir l'air encore un peu folklorique, mais moi je vous dis que ça ne l'est pas tant que ça. En tout cas, il y a eu un débris qui a été étudié par un scientifique, par un physicien de l'Université de Californie, et qui a donné des résultats étonnants. Mais on l'a tourné en ridicule, on a réfuté cela en faisant une contre-étude, et c'est très très bizarre parce qu'on se demande s'il n'y a pas eu substitution de fragments. C'est très très glauque comme histoire. Il a même été discrédité, ce physicien, en prétendant qu'il n'était pas vrai, qu'il avait menti, qu'il n'était pas physicien à l'université. Mais en réalité, il avait un nom double, et on n'avait pas donné son nom exact à ce médecin, à ce physicien. Et donc, le standardiste a été incapable de dire que c'était le docteur Vernon Clark. Voilà. Et alors, on a demandé, est-ce qu'il y a un docteur Clark chez vous? Alors, non, il n'y a pas de docteur Clark. Ah, c'est un menteur. Alors, c'est paru dans 20 ou 30 journaux, et ça traîne encore. Ça a été cité, ça, encore récemment, une série d'émissions sur la chaîne Planète No Limit, sur le paranormal. On a cité ça, on a dit, c'est pas vrai, il avait menti. Mais si, il y était, mais il était listé à Vernon Clark, pas Clark. Oui. Donc, c'était effrayant. Alors, ils ont fait un démenti, mais le démenti a été publié dans 2 journaux seulement. Donc, pour beaucoup de gens, ils en sont restés à cette dénonciation, que c'était un menteur. Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir un débris un de ces jours, mais est-ce qu'il va pouvoir être vraiment analysé, hein? C'est encore une autre question. Ben justement, moi, la question que je me pose après vous avoir bien écouté attentivement, vous connaissez le dossier par cœur. À part des témoignages qui peuvent arriver comme cela, qu'est-ce que vous attendez? Qu'attendez-vous aujourd'hui? Quelle serait selon vous la clé pour que l'histoire s'éclaircisse? Pour que l'histoire s'éclaircisse. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est vraiment la situation, la déclaration ou l'objet que vous attendez? Écoutez, ça serait, en l'occurrence, ça serait un débris authentifié comme originaire du crash de Roswell. Mais c'est pas si évident que ça. Hein. Il faut mettre la main dessus. Il faut qu'il ne soit pas intercepté, parce qu'il y a une autre histoire, je la raconte dans mon livre. L'un des enquêteurs de Roswell, Denis Balthazar, que je connais, a raconté, ça s'est passé au musée de Roswell. Il y a eu un témoin qui a contacté le musée, c'était dans les années 98 par là. Il disait, mon père a un débris. Ils ont pris rendez-vous, il devait aller à Denver, Colorado. Il y est allé. Et là, il n'a pas pu rencontrer les témoins. Il a été cueilli à l'arrivée à l'hôtel par 2 enquêteurs qui l'ont invité à dîner gentiment, qui ont raconté des choses, qui ont dit, écoutez, non, vous ne verrez pas ces témoins, vous ne verrez pas le débris, parce que c'est pas l'heure encore. Voilà. C'est ce que vous attendez, c'est le débris. Il n'y a aucun témoignage qui pourrait remplacer cet objet physique. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont des débris, mais ils peuvent peut-être pas encore les montrer, ou en tout cas ils seront interceptés. Enfin, il y a encore des freins puissants actuellement. Vous avez dit, c'est pas encore le moment, il y a quelques secondes. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ils lui ont dit que c'était prématuré, que c'était pas encore possible de raconter ça. Mais ils lui ont fait comprendre, il raconte Balthazar, je l'ai pris en photo, il y a sa photo dans mon livre, et que ça se fera un de ces jours. Ouais. Vous avez réussi à trouver une logique aux actions et aux communications menées par l'armée après ces quelques jours où ça a été catastrophique en 1947, mais depuis 93, 94, 95, est-ce que vous avez trouvé une logique dans la communication de l'armée? Et si oui, elle nous amène vers quoi? Pour l'heure, la logique de la communication de l'armée américaine, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir encore aujourd'hui. Hein. Ça, ils en restent là. Ça te fait de plus en plus insolite dans le monde entier, je peux vous dire.
Moi, j'ai participé l'année dernière à un congrès très intéressant au Brésil, où il y avait plusieurs pays représentés. Officiellement, il y avait le colonel responsable des enquêtes OVNI officiellement en Uruguay. Il y avait le général Ricardo Bermudez qui avait créé la commission d'enquête officielle mixte civile et militaire au Chili quelques années avant. Ils étaient là. Mais ils disent tous, mais bien sûr qu'il y a des ovnis, on le sait bien qu'il y a des ovnis. Mais le général Bermudez a ajouté, mais on est obligé de maintenir le secret encore. Donc il y a déjà une différence de discours importante entre quelqu'un qui dit ça. Moi, général Bermudez, je vous dis, il y a des ovnis. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais nous sommes obligés encore de maintenir la chose secrète. Et ça n'a pas fait scandale dans la salle. Il y avait 150 personnes au moins. On peut accepter à la limite ce discours parce qu'on est des gens raisonnables, si vous voulez. Hein. On peut comprendre ça. Bon, mais les Américains, c'est le blocage. C'est vraiment le blocage. Et ils disent il n'y a rien du tout, mais ça ne tient pas. Ça va devenir intenable. Ils se sont en quelque sorte enfermés dans une logique qui va devenir intenable, à mon avis. Ça va être intéressant à observer. Gildas Bourdet, ceci conclut notre émission. Alors évidemment, on en apprend beaucoup plus en lisant votre livre. Le crash de Roswell, enquête inédite. Il vient de sortir aux éditions JMG, dans la collection Enigma. Le crash de Roswell, enquête inédite de Gildas Bourdet. Merci pour toutes ces informations. Et merci de m'avoir reçu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sans rentrer trop dans les détails. Oui. Je crois qu'on a fait un bon petit tour, oui. Avez-vous d'autres liens pour nos auditeurs pour compléter la lecture de votre livre? Ah, j'ai un petit blog, mais il n'est pas très riche, mon petit blog. Non. Enfin, on peut donner Oui, s'il vous plaît. On peut donner l'adresse à la rigueur. C'est http://bourdet.blogspot.com. Très bien. Il y a quelques textes quand même à lire là. Eh bien, c'est parfait. Donc, pour nos éditeurs qui souhaiteraient vous lire encore, et cette fois-ci sur Internet. C'était Gildas Bourdet, l'invité de la vague d'OVNI cette semaine. Gildas Bourdet qui nous présente donc son nouveau livre, Le crash de Roswell, enquête inédite, aux éditions JMG. L'émission... Comment, Gildas Bourdet ? Je signale quelques petites erreurs sur des légendes, notamment, qui sont faciles à voir d'ailleurs, malheureusement. D'accord, quelques petites erreurs. Quelques coquilles, oui. Quelques coquilles. Je pense que le contenu du livre... J'espère qu'on me les pardonnera. Très bien. L'émission La Vague d'OVNI se termine donc pour aujourd'hui. Gildas Bourdet était notre invité. Je vous rappelle que cette émission est préparée et réalisée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Que l'émission La Vague d'OVNI, c'est tous les mardis à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h, que vous pouvez aussi aller sur le site de la radio ici et maintenant.info pour participer au forum, notamment au forum lié au sujet OVNI, et que vous pouvez aussi aller sur le site internet, le blog de veille ufologique américain tenu par Didier Deplège qui s'intitule OVNI au pluriel -usa.com, ovni-usa.com. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2.